de l'OFB ou du ministère, quoi. Et en tout cas, c'est aujourd'hui une thématique sur laquelle les États membres de l'Union européenne doivent rendre des comptes, hein, puisque vous êtes pas sans savoir qu'il y a un règlement européen qui a été adopté ces derniers temps sur la restauration de la nature. Et donc, du coup, ça nous amène à avoir un regard aussi critique et sur le travail qui est fait, mais aussi de nous projeter à la recherche de nouvelles solutions. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Euh, Pierre, pendant que te tiens, est-ce que tu peux, alors ça sera utile pour nos amis européens, mais aussi en termes de connaissances pour nos amis qui nous contactent depuis d'autres zones de la planète, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un règlement et une directive? En quoi voilà, ce règlement-là doit s'appliquer directement et pas passer par l'approbation par des États? Bon, en fait, tu as dit la différence, c'est-à-dire qu'un règlement, une fois qu'il est adopté, on l'applique. On ne discute plus, hein, donc voilà, on doit le mettre en œuvre. Et donc, ça se retraduit notamment pour les États membres européens par la définition d'un plan d'action national. Donc, il va falloir décrire en fait les actions qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs du règlement. Donc, le règlement, il est, pas enfin, il est tout milieu confondu, hein, donc terrestre, marin, lagunaire, etc. Il est assez ambitieux parce que il y a à l'intérieur un certain nombre de sujets qu'on a un peu du mal à appréhender, hein. Donc, peut-être, si vous le lisez, vous verrez par exemple que ça parle de restauration de la nature à 1000 mètres de profondeur, par exemple. Enfin, je ne sais pas trop ce qu'on peut y faire, hein, mais une directive, en fait, on a un peu plus de souplesse, hein. Donc, ça fixe un objectif, ça a un calendrier beaucoup plus souple et ça vous laisse un peu de marge pour pouvoir vous organiser et l'appliquer, quoi. Voilà, je vais dire, de toute façon, les deux reviennent au même, hein. Il va falloir de toute façon atteindre les objectifs des directives et du règlement. Ça change un peu sur les calendriers et sur les attitudes qu'ont les États membres pour s'organiser dans la mise en œuvre de ces obligations-là, quoi. Merci beaucoup. Pardon. Formation Cogico, chef de projet. Cette mission, c'est Angélique. Donc, je vais laisser la parole à Angélique pour nous rappeler où on en est sur la frise. On est sur la phase, le module 5, le guide restauration écologique que vous avez eu. Angélique, je te laisse poursuivre. Voilà, donc comme l'a dit Fabrice, donc on a fait la moitié de la formation. Enfin, vous avez accès à tous les contenus, à la moitié des contenus de cette formation. Donc aujourd'hui, on va parler restauration écologique. Donc ce module est ouvert depuis le 2 septembre et restera disponible jusqu'à la fin de la formation. Euh, quelques mots je vais commencer par quelques mots d'introduction sur le module restauration écologique qui s'intitulait Concevoir et piloter des opérations de restauration écologique, donc qui a notamment été co-rédigé par Vincent Rivière. Donc, un avant-propos avant de commencer, il y a une définition qui est notamment érigée par le CER, qui est l'organisme, la Society for Bon, Restoration, Ecological Ecological Restoration. Restoration, qui dit donc que la restauration écologique est une action intentionnelle qui initie ou accélère l'autoréparation d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit, en respectant sa santé, son intégrité et sa gestion durable. Donc ça, c'est la définition qui est inscrite. Dans le guide, on a évoqué, en fait, on a mis en lien deux types, donc qui peuvent être caractérisés de restauration écologique passive et restauration écologique active. Donc après, chacun peut se faire aussi sa propre interprétation de la restauration écologique. Mais voilà, on a voulu donc définir aussi cette restauration passive qui est décrite comme les actions qu'on peut mettre en œuvre en utilisant des outils plutôt juridiques et techniques visant à la non-dégradation des milieux naturels. Donc ces actions passives, c'est vraiment tenter de supprimer avant tout les pressions qui sont faites sur les écosystèmes sans utiliser des techniques invasives ou dures. C'est vraiment agir sur la réglementation, sur la limitation d'usage, afin de s'appuyer justement sur la capacité de résilience de l'écosystème. Après, quand on retrouve des niveaux de dégradation qui peuvent être trop importants sur certains écosystèmes, on peut être amené du coup à faire de la restauration écologique qualifiée d'active. Donc, cette restauration est quant à elle définie comme étant la manière expérimentale de réparer un écosystème. Donc, ça fait aussi partie des différents retours d'expérience qu'on vous a présentés à travers le guide, à travers les vidéos.
sur des opérations d'éradication, par exemple, d'espèces, sur la manière de restaurer des habitats tels que les dunes ou des écosystèmes aussi comme les récifs coralliens, les mangroves. Donc là, cette restauration écologique est finalement qualifiée d'assez récente et c'est pour ça aussi que les deux sont mis en parallèle. C'est que la restauration active ne peut se faire sans encadrement, sans restauration écologique passive et qu'après, la mise en place de ces opérations, il n'y a pas une loi universelle qui les régit, ça dépend énormément des moyens qu'on peut avoir au sein de sa structure, du type de milieu et de l'environnement qui entoure notre zone, mais que ce soit un environnement aussi politique, social, au-delà de l'environnement biologique du territoire. Donc voilà pour un petit propos. Et bien sûr, vous retrouvez tous ces éléments dans le guide et au travers des retours d'expérience des vidéos qui sont proposées dans ce module. Merci beaucoup, Angélique, voilà, pour cette premier cadrage. Alors, on est sur des définitions très officielles hein, de la Société d'écologie et pour la restauration. On est voilà, avec cette définition de la restauration passive, qui est en gros ce qu'on appelait avant la conservation, c'est-à-dire supprimer les pressions et puis s'assurer effectivement qu'il y ait une surveillance qui permette qu'avec la résilience du milieu, le milieu évolue tout seul, et puis sur une restauration plus active, qui est aujourd'hui celle dont on va plus parler, parce qu'effectivement, c'est aussi vers ça qu'il faut tendre sur certaines zones plus dégradées, et sur lesquelles on met en place des actions pour essayer de reconquérir si la résilience seule ne suffit pas. Alors, donc, vous l'avez compris, on est sur 3 thèmes. D'abord les concepts, la restauration écologique terrestre, la restauration écologique marine. Pour les questions que vous allez nous poser, essayez effectivement, si possible, de vous organiser à poser ces questions d'abord sur ce premier thème, dans les concepts et enjeux, notamment la mise en place d'Esther. Et notamment, une des questions que nous avons reçues ces derniers jours, pouvez-vous nous expliquer ce que signifie l'écosystème indigène? Comment est-ce qu'on peut définir ça? J'ai envie de passer la parole à Vincent, puisque c'est un des auteurs et le coordinateur du guide. Effectivement, c'est un terme qu'on retrouve dans le guide. Et donc, si effectivement, on peut avoir cette définition, enfin voilà, on ne veut pas forcément une définition livresque, on veut ton approche, toi, en tant qu'acteur de la restauration, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème indigène? Et après, Jessica et Pierre, vous pourrez évidemment compléter. Merci, merci Fabrice. Je vais juste en avant-propos préciser un petit point, c'est que tout à l'heure, Angélique a rappelé qu'on avait participé à Agir écologique, à la rédaction du guide. Je voulais juste préciser que je n'étais pas seul à avoir participé à ça, qu'on a mobilisé une bonne partie de l'équipe pour pouvoir rédiger ce guide, présenter tous les exemples, faire toute la bibliographie pour avoir le plus de retours d'expérience. Mais on reviendra justement sur ces retours d'expérience, comment on les valorise. Et c'était l'objectif aussi de les valoriser un maximum dans ce guide, de façon à vous donner une diversité d'actions possibles, diversité de retours d'expérience, parce qu'on va faire cette culture générale de la restauration écologique, qui doit être de plus en plus partagée, puisque je vois qu'il y a des questions qui vont concerner ça un peu plus tard, où ce sera l'occasion de rebondir dessus. Fin de la parenthèse. Maintenant, revenons sur la question d'écosystème indigène. C'est vrai qu'on l'a utilisé à plusieurs reprises, cette notion d'écosystème indigène, parce que déjà, on a aussi cette problématique, je vais le mettre en parallèle avec l'écosystème de référence, qui sont quand même deux choses un peu différentes. Nous, ce qu'on appelle un écosystème indigène, c'est vraiment l'écosystème qui est observé s'il ne devait pas y avoir des espèces allochtones à l'intérieur. Espèces allochtones, c'est évidemment toutes celles qui ont été introduites à un moment ou à un autre, surtout à un moment en particulier. C'est le moment des dernières transgressions marines, c'est l'arrivée de l'Holocène. Et là-dessus, alors je ne sais pas quelles sont les bibliographies sur le sujet qui sont internationales. Je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait sur ce sujet par l'équipe de Michel Pascal et Olivier Lorvelec en 2003, ça remonte un peu, mais qui nous permet d'avoir une vision justement de ce qui de ces introductions d'espèces, volontaires ou involontaires, ou ces dispersions d'espèces qui peuvent être aussi naturelles, mais qui font référence à une date précise dans l'histoire de l'évolution, notamment ces dernières transgressions marines et ces territoires qui sont ainsi dessinés, sur lesquels on est amené à travailler aujourd'hui quand on parle d'écosystème insulaire. Après, attention, l'écosystème indigène, ce n'est pas l'écosystème de référence, puisque l'écosystème de référence, c'est malgré tout un écosystème qui a déjà
subi un certain nombre de transformations ou vécu un certain nombre de transformations et qui doit être notre point de repère pour qu'on puisse ensuite se projeter dans une action de restauration. Est-ce qu'on est capable de revenir vers cet objectif ou pas? Et ce n'est pas nécessairement un écosystème avec uniquement des espèces indigènes. Attention, parce qu'il peut y avoir des espèces allochtones qui vont jouer un rôle dans l'écosystème qui peut malgré tout permettre de préserver une fonction, un fonctionnement qu'on va essayer de rétablir. Et il n'est pas forcément, lui, uniquement porté par des espèces qui sont autochtones. J'espère avoir répondu à peu près à cette question-là. Fabrice? Pour moi, ça a été assez clair. Est-ce que Jessica ou Pierre, vous voulez préciser quelque chose, plus particulièrement peut-être pour le milieu marin? Voilà, vos Je, spécificités sont claires. je peux peut-être parler d'un retour d'expérience qu'on a sur la Martinique, par exemple. C'est vrai qu'on est sur des territoires au niveau marin où il y a énormément de mouvements. Et comme on n'a qu'une mer au niveau de l'océan, enfin, tout est relié finalement, on a des espèces qui évoluent naturellement. Et on le voit même en ce moment avec les changements de température. On a des espèces de chez nous qui se retrouvent maintenant en Méditerranée. Donc, c'est vrai que c'est important cette notion d'espèces et d'écosystèmes indigènes parce qu'on a par exemple le poisson-lion, donc la rascasse volante, qui chez nous est une espèce qui n'était pas présente en Martinique, qui est arrivée avec la destruction d'un aquarium lors d'un cyclone. Donc, c'est pour ça que c'est des questions qui vont se poser après quand on va parler du milieu marin sur les dangers qu'on peut avoir parfois sur la restauration ou dans l'introduction d'espèces, parce que parfois on fait des tests ou même sur l'aquariophilie, parce qu'on sait que dans le monde, on a eu des petits soucis d'introduction d'espèces liés à l'aquariophilie aussi. On l'a, nous, dans nos rivières avec des écrevisses, et on l'a aussi en mer avec ces espèces qui, en fait, se nourrissent par contre des espèces indigènes, donc qui n'ont pas l'habitude d'avoir ces prédateurs, et on se retrouve avec des millions de petits œufs qui sont mangés, des poissons qui étaient herbivores et qui sont importants pour l'équilibre des coraux et qui ne vont pas pouvoir grandir parce qu'on a ces espèces qui arrivent. Alors après, la question, c'est que maintenant, avec le réchauffement de l'eau, ces espèces, elles arrivent en Méditerranée, mais elles n'arrivent pas dans un aquarium. C'est naturellement qu'elles arrivent parce qu'à un moment, les choses évoluent. C'est aussi là qu'on peut se poser la question, comme tu disais, Vincent, de l'état de référence avec l'état vers lequel on veut aller. Parce que finalement, dans la restauration, dans ces projets-là, il faut qu'on se pose la question aussi de l'évolution naturelle qui va se passer et des deuils qu'il va falloir faire sur certains de nos écosystèmes indigènes. Merci beaucoup, Jessica. Pierre va réagir parce qu'effectivement, il a une position assez claire sur ces enjeux d'espèces exotiques, notamment en Méditerranée. Il prend souvent la parole là-dessus. J'aimerais bien Non, mais entendre, qu'est-ce que c'est qu'un écosystème indigène au niveau marin, pour toi, en Méditerranée notamment? non, enfin, moi, je ne vais pas revenir sur la définition parce que j'ai moi-même du mal à la comprendre. Donc, du coup, je ne vais pas pouvoir l'expliquer. Mais je pense que ce qui est important de dire, c'est que de toute façon, la nature, elle évolue, quoi. Et que finalement, on est, nous, souvent dans un regard qui est figé, dans un espace de temps qui n'est pas celui de la nature, en fait. C'est-à-dire que Darwin le dit bien, de toute façon, la nature, elle évolue par elle-même, quoi. Et notre responsabilité à nous, c'est pas de rajouter une évolution de la nature qui est liée à nos propres activités à nous. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut peut-être. Moi, le terme conservation, c'est un terme que j'aime pas, en fait. Parce que ça renvoie à quelque chose de figé, en fait. Et en fait, la nature, elle n'est pas figée, en fait. Voilà. Donc, la question de savoir si effectivement, à un moment donné, quelle est la référence, comment il faut agir par rapport à cette référence-là, eh ben, elle est fonction de à quel moment et avec quel outil on regarde la référence en question, quoi. Et je crois qu'il faut être attentif à ça, parce que c'est comme ça qu'on a des positions qui peuvent être très figées et qui amènent des décisions qui sont peut-être, enfin, qui ne seraient pas prises si on avait un peu de recul. Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu et que les Méditerranéens ont vécu au milieu des années 90 avec la Colerpa taxifolia, qui était une espèce qui était introduite par un aquarium, en fait, hein. Donc, pareil. Et à ce moment-là, la comité scientifique était dans une phase d'alerte, hein, que je critique pas, parce que c'était fait en fonction de notre connaissance, quoi. Et avec derrière des propos assez forts de disparition d'écosystèmes, de risques pour la santé, machin, etc. Alors je vous passe tout ce qui a été fait en matière d'engagement pour éradiquer tout ça, tester, etc. Et puis un bonjour, avec aucune maîtrise d'ailleurs, aucune capacité à maîtriser l'algue en question. Et puis un beau jour, l'algue, elle a quasiment régressé, disparu de partout, et on est tous passés à autre chose, quoi. Ce que je veux dire, c'est que voilà, dans ces questions d'évolution d'écosystème ou de restauration ou d'introduction d'espèces, quoi, notre logique temporelle à nous, c'est pas celle du milieu, quoi. Et donc c'est aussi important de prendre un peu de recul et de ne pas être tout le temps dans des réactions spontanées et rapides, parce qu'en fait, la nature, elle prend son temps aussi, hein, donc,
Merci beaucoup. J'espère que c'est plus clair pour vous. Alors, peut-il y avoir une mauvaise restauration écologique? Le côté expérimental, le côté effectivement, vous dites, ah, ben voilà, on va agir vite, on va faire quelque chose. Peut-on mal agir en pensant faire du bien? Et comment est-ce qu'on peut essayer d'éviter de se lancer dans une action de restauration peut-être trop rapide et qui aura un impact plus négatif que positif par rapport justement à l'objectif qu'on s'était fixé, par rapport à l'état de référence qu'on s'était fixé. Je vois Pierre sourire. Qu'est-ce qui Oui, te parce que fait je sourire? te vois ennuyé par la question, en fait. Alors, oui, il peut y avoir de mauvaises restaurations écologiques, comme il peut y avoir des mauvais systèmes de lutte contre la pollution, comme il peut y avoir des mauvaises recherches et des mauvaises études, hein. C'est une banalité de le dire. Donc oui, le propre de la science, c'est d'expérimenter, en fait, hein. Voilà. Et par définition, une expérimentation, ça a autant de chances de marcher que de ne pas marcher, quoi. Voilà. Pour autant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cherche des solutions, encore plus sur le vivant, mais il faut expérimenter, quoi. Donc il faut accepter du fait que ça ne marche pas. Et merci d'ailleurs à tous ceux qui expérimentent parce qu'ils amènent des solutions, quoi, même s'il y a des échecs, quoi. En fait, tout ça, ce qui est important, je ne sais pas si on va l'évoquer par la suite, mais finalement, la question, c'est pas de faire de la restauration, c'est de savoir pourquoi on fait de la restauration, quoi. C'est-à-dire quel est l'objectif qu'on vise, quoi. Et donc pour savoir si on a fait une bonne opération, une mauvaise opération de restauration écologique, il faut être en capacité d'évaluer l'objectif qu'on s'est fixé. Si l'objectif qu'on se fixe, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucun rat, je suis spécialiste des rats, comme Vincent le sait, hein. Si l'objectif, c'est de dire qu'on éradique les rats parce que ça mange les œufs des oiseaux, eh ben, tant qu'il y a des rats, l'opération n'a pas réussi, quoi, hein. Voilà. Et à l'inverse, si on veut en mer éradiquer une espèce algale dont on maîtrise strictement rien en matière de reproduction, etc., c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Et donc là, on pourra dire qu'on a fait de mauvaises restaurations. Donc en fait, ce qui est important, c'est d'abord se mettre au clair sur ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire et quels sont les outils en fait qui vont permettre de s'assurer, enfin d'évaluer l'atteinte à l'objectif, quoi. Et sans ça, on a un peu du mal à juger si c'est une bonne opération ou une mauvaise opération. Merci beaucoup. Je précise un peu peut-être pour Jessica et Vincent après. En gros aussi, c'est la peur de vraiment aller à l'encontre de l'initiative de restauration qui serait d'aller de dégrader encore plus ou d'apporter plus de perturbations au système. Voilà, c'est ça aussi qui pourrait être au-delà d'une expérimentation, voilà, le risque de partir sur une expérimentation qui déraperait où on pourrait faire quelque chose qui pourrait être avec des effets en cascade catastrophiques. Et Jessica, tu voulais rajouter quelque chose avant de répondre plus précisément? Oui, en fait, moi je suis sensible à ce que disait Pierre tout à l'heure sur le fait que nous, les scientifiques, on est quand même, on doit conserver le doute. C'est notre métier, et des fois c'est ce que je reproche à certains scientifiques, c'est les certitudes. Au contraire, ce qui nous porte, c'est le doute. Donc c'est vrai que comme disait Pierre, il faut tester, je crois que c'est Mandela qui disait, soit on perd, soit on apprend. Mais il faut qu'on apprenne, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des retours d'expérience. Moi, ce que je regrette, c'est que parfois, on perd plusieurs fois sur les mêmes projets. Et ça, c'est dommage parce que ça fait de l'argent public, ça fait beaucoup d'énergie dépensée, alors qu'on a des urgences à côté sur la réduction des pressions, sur lesquelles on ne va pas être parce que c'est moins sexy parfois que certains projets où on va se dire on va réparer quelque chose, la nature, on va la réparer. Donc, je pense qu'il y a ce retour d'expérience qui est important quand il y a des erreurs qui sont faites, parce que oui, en effet, il y a des erreurs qui sont faites. Et là, je vais parler des récifs coralliens, quand on en parlera tout à l'heure un peu plus précisément, mais évidemment, qu'il peut y avoir des projets de restauration qui vont avoir des effets beaucoup plus néfastes que les effets escomptés. Parce que déjà, il y a le temps entre l'idée du projet et le moment où on va le faire. Et comme le disait Pierre tout à l'heure, la nature, elle évolue aussi et elle s'adapte. Elle va s'adapter à une espèce, elle va s'adapter à son écosystème à un moment donné, peut-être, hein, pas pour toujours, pas toutes les espèces, mais peut se dire, bon, ben, on a un nouveau prédateur, on a une nouvelle algue, donc nous, on va peut-être développer une force dans notre écosystème pour pallier à ça. Et si nous, on arrive et qu'on retire cet élément-là, il va y avoir une dégradation qui va s'en suivre. Il y a aussi le risque des maladies. Parfois, on va développer des espèces ex situ dans un aquarium ou ailleurs qui vont avoir peut-être au niveau génétique, au niveau porter des germes, une fois réintroduits dans le milieu, qui peuvent avoir des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on imagine. Donc, c'est important quand même de se poser la question des risques dans chaque projet qu'on va mettre en place.
Merci beaucoup. Vincent, est-ce que tu veux apporter tes compétences terrestres? Voilà. Non, j'ai l'impression que tout a été dit sur ce sujet-là. Moi, je partage complètement l'idée que effectivement, il faut expérimenter. Il faut même, et que cette dimension expérimentale, elle entraîne forcément un risque d'échec. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on soit que sur de la communication, sur l'effet waouh, c'est-à-dire l'effet qui a fonctionné, sur lequel on peut communiquer, sur lequel on peut rassembler, parce que c'est pas forcément celui sur lequel on va le plus progresser. Celui sur lequel on peut progresser aussi, c'est les échecs, notamment les échecs d'opération, ce qui ne fonctionne pas. Et là-dessus, c'est vrai que l'aspect échec reste en général très confidentiel. Et malgré tout, c'est celui qui peut nous faire progresser. Après, comme disait tout à l'heure Pierre, en fait, on n'a pas atteint l'objectif initial, mais en fait, souvent, une opération écologique et une opération de restauration, elle n'est pas uniquement sur un seul objectif, il y en a souvent des multiples. Et c'est pas parce qu'on n'a pas atteint l'objectif prioritaire qu'on s'était fixé que pour autant, on n'en a pas atteint d'autres. Et je pense que d'avoir les moyens de pouvoir évaluer toutes les modifications, parce qu'on va avoir une action qui va entraîner des modifications sur des écosystèmes, mettre en place les moyens qui nous permettent d'évaluer ces modifications, et c'est aussi continuer à faire de l'apprentissage, continuer à augmenter les connaissances. On est sur des situations où parfois on nous demande d'intervenir sur des introductions d'espèces, notamment, tu parlais de ça tout à l'heure, vous parliez de ça tous les deux tout à l'heure, alors que parfois l'espèce cible, qui est l'espèce qui va déclencher l'action de restauration, on la connaît à peine. Écologiquement, on ne sait même pas combien de temps elle vit, etc., etc. Et en fait, tout ce niveau d'incertitude et de méconnaissance, eh bien, il fait partie de la dimension expérimentale du projet. Il faut avoir ce doute, il faut avoir cette humilité de se dire qu'on ne sait pas tout et qu'il faut qu'on puisse profiter des opérations d'action pour pouvoir en apprendre. Et ça, je pense que c'est le plus important. Peut-être, si tu permets juste, Fabrice, il y a un point qui me paraît important à souligner, c'est qu'est-ce qu'on met derrière le mot restauration écologique aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, dans nos approches, on distingue ce qui relève de redonner des fonctions écologiques qui ont été perdues au milieu marin, de la réintroduction d'une espèce, par exemple. C'est-à-dire que on peut avoir détruit des habitats et donc perdu des fonctions d'habitation, des fonctions de chaîne trophique, etc. Donc, ben, on remet en place un habitat. Par exemple, on va remettre des récifs artificiels dans un endroit où on a détruit une zone. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on va maîtriser les gens qui vont venir habiter les récifs artificiels, quoi. Donc, on a redonné la fonction. Et donc là, du coup, si effectivement on se fixe comme objectif de redonner une fonction d'habitation, en fait, ben, le fait de mettre des récifs, il va y avoir de la vie, donc on a raté notre fonction. Si en fait on dit on met des récifs artificiels parce qu'on va avoir du mérou, du corbe et de la langouste, et qu'on n'a pas du mérou, du corbe et de la langouste, eh ben là on n'a pas atteint l'objectif, quoi. Donc je pense qu'il faut distinguer les fonctions écologiques des espèces. C'est plus facile sur les fonctions, à mon sens, sur les fonctions écologiques sur les espèces, parce qu'en fait, encore plus en milieu marin, on ne comprend pas comment ça fonctionne, en fait, hein. Enfin, je veux dire, il faut aussi rester modeste par rapport à ça. C'est pour ça que l'expérimentation, c'est important. C'est-à-dire qu'autant on arrive à bien décrire les choses, autant comprendre correctement comment fonctionne un milieu ou comment fonctionnent les interactions entre les espèces et comment tout ça, ça évolue sur du moyen long terme avec en plus maintenant l'évolution de la température des machins, etc. Je crois qu'il faut rester modeste. Donc ça veut dire aussi que la restauration écologique, c'est pas l'outil miracle en fait, hein. Je pense qu'il faut le dire aussi, quoi. Et c'est un outil aussi qui vient en complément des autres politiques qu'on peut mener sur un territoire, hein. On parle de respiration passive. Alors moi, j'aime pas ce terme-là, mais on peut rentrer dans le détail. Mais il faut faire en sorte de lutter contre la pollution. Ça, c'est quand même important. C'est la base en fait du système, quoi, hein. Il faut éviter de détruire les milieux naturels, quoi. Parce que si on les détruit pas, on n'a pas besoin de les réparer, quoi. Et effectivement, quand on a maîtrisé ça, OK, engageons des politiques de restauration en complément, quoi. Mais ça sert à rien de restaurer un milieu si en fait à côté on a des fondamentaux qui sont pas appliqués et mis en œuvre, quoi. Donc voilà, c'est important de resituer, mais je pense que dans le guide en question qui est évoqué, là, les choses ont été repositionnées, quoi. Merci beaucoup. Je vous partage cette petite image que j'aime beaucoup. Une devise Shadok, j'espère que vous la voyez tous à l'écran. En essayant continuellement, on finit par réussir. Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Voilà, donc c'est en faveur de l'expérimentation. Et n'hésitons pas à rater. Certes, nous ne ratons pas seuls. Partageons ces échecs de manière à ce que les autres ne fassent pas des erreurs. Voilà, c'est aussi ça, c'est comme ça qu'on s'améliore. Une autre question. Alors, le STER. Pierre a beaucoup travaillé sur cette notion de STER. C'est quelque chose, une approche qu'il porte depuis déjà de nombreuses années, qu'on a repris dans ce guide parce que l'approche me paraît pertinente.
Est-ce que tu peux commencer à répondre à cette question sur le STER, qui est sur son côté efficace. S'engager dans un STER, c'est plus complexe, plus long qu'une simple opération sur un petit endroit du territoire. En quoi est-ce que cette démarche, qui est plus coûteuse en énergie, sera aussi plus efficace dans sa mise en œuvre? Je pense que tout le monde peut y répondre, hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est plus efficace? Une action isolée portée par un maître d'ouvrage ou une multitude d'actions coordonnées, planifiées, visant un même objectif et créant une dynamique de coopération. Voilà. Donc c'est à vous de répondre à cette question-là, quoi. Si vous estimez qu'une action isolée et individuelle est plus efficace qu'une série d'actions collectives qui créent une dynamique de travail, bah, le STER, ça sert à rien. Si au contraire vous pensez que pour améliorer un écosystème, il faut s'attaquer à tous les secteurs sur lesquels on peut améliorer les choses et créer une dynamique de coopération entre les acteurs pour qu'ils mutualisent les moyens, partagent les objectifs, mobilisent les croisements financiers, etc. Ben, on vous encourage à mettre en place une planification des actions de restauration écologique au même titre que ce que font depuis des années et des années les gens qui travaillent sur la lutte contre la pollution, hein. On a très vite vu que si on coordonne les actions en matière de lutte contre la pollution, on est plus efficace que si on laisse faire une action individuelle une fois de temps en temps, quoi. Donc toutes les démarches collectives qui permettent de partager les objectifs et qui permettent en fait de fixer un certain nombre de programmation de travaux sont toujours plus efficaces que des actions individuelles, quoi. Mais effectivement, ça demande du temps pour discuter, se mettre autour d'une table, concilier, planifier, partager. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la nature, elle a un calendrier qui est quand même un calendrier de moyen long terme. Donc, du coup, ça vaut parfois le coup de patienter un peu, de perdre du temps pour cadrer les choses plutôt que de partir vite fait, mais en étant finalement partiellement efficace, quoi. Merci beaucoup, Jessica. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je trouve que c'est d'autant plus important de regarder une échelle globale pour le choix des zones, parce qu'en fait, on s'en est rendu compte, moi, quand je travaillais en bureau d'études, on travaillait sur les projets éoliens offshore, où d'un coup, tous les développeurs ont sorti leurs projets éoliens offshore. Et à un moment donné, il y a eu la réflexion territoriale, qui n'est pas encore totalement aboutie, de se dire non, mais on arrête de lancer des projets partout, n'importe où. D'abord, on réfléchit quelles sont les zones qui pourraient accueillir ces projets. Là, on se rend compte que sur les panneaux photovoltaïques en forêt, là, j'avais travaillé il y a longtemps sur des études d'impact, ça me paraissait complètement fou de couper des forêts naturelles, des forêts méditerranéennes pour mettre des centrales photovoltaïques. Et là, on voit que dans les Alpes de Haute-Provence, il y a plein de projets comme ça de centrales qui sont en train de ronger un peu la montagne de Lure parce qu'il n'y a pas eu de réflexion globale de se dire au niveau énergétique, où sont les zones qu'on va pouvoir sacrifier? Ben oui, parce que peut-être on peut favoriser des friches, des toits, avant d'aller s'attaquer quand même à des forêts pour dire qu'on va faire de la restauration, enfin, qu'on va travailler. Donc je trouve que sur la restauration, c'est pareil. On le voit d'ailleurs, nous, aux Antilles, on a énormément de projets qui pullulent, des hôtels, par exemple, qui mettent en place des projets, enfin plein de choses, mais il n'y a pas cette réflexion de global, de se dire où est-ce qu'on expérimente, où est-ce qu'il y a lieu de faire de la restauration. Donc voilà, même si voilà, le fait de cette réflexion globale, pour moi, elle me paraît carrément fondamentale. Merci beaucoup. Vincent, je laisserai réagir là-dessus. Je précise un peu la question. Aujourd'hui, se lancer dans un STER sur des problématiques écologiques, biodiversité, qui n'intéressent pas grand monde, en tout cas pas trop les décideurs politiques, où on n'a pas de perspective financière majeure, où on ne sait pas comment on va financer ça sur 5, 10, 15, 20 ans. Pourquoi se lancer dans un STER en mettant tout autour de la table plutôt que de dire, bon, j'ai un tout petit peu d'argent, j'ai un tout petit peu de légitimité et j'ai un tout petit peu de possibilités d'action, bah, je vais faire d'abord ça, puis ça va prouver, puis on va aller plus loin, etc. Voilà, entre les deux démarches. Pourquoi, en fait, dans un milieu naturel, on fait des plans de gestion? Pourquoi passer du temps et de l'énergie à discuter entre les opérateurs, à faire des évaluations, des programmations, de l'association, de la concertation, de la sensibilisation, etc. On n'a qu'à laisser les gens se débrouiller tout seuls dans leur coin et faire chacun leur petite action. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Voilà, tout seul, on peut aller vite. À plusieurs, on va sûrement plus loin, quoi. Alors, Vincent, allons plus loin. Moi, je sais pas, hein, c'est difficile d'aller au-delà de ce que viennent de dire Pierre et viennent de dire Pierre et Jessica, mais moi, je ne déconnecte pas malgré tout le fait qu'il faut avoir des actions un petit peu one-shot qui permettent justement de tenter l'expérimentation parce que c'est quand même de ce dont on manque, hein, pour pouvoir mobiliser du monde.
Après, ce qui est essentiel, c'est qu'en plus, aujourd'hui, mobiliser du monde sur des actions de restauration, ça semble parfois tellement loin des problématiques quotidiennes qu'il est important de pouvoir bien communiquer, de partager les mêmes dynamiques. Et ça, c'est du temps, effectivement, mais c'est aussi de la durabilité. Si on ne met pas en place ce genre d'action, après, je sais que ça va faire écho à une prochaine question sur l'essoufflement des financements. Bah, typiquement, le STER, c'est le fait de rassembler un panel d'acteurs multiples, de partager un objectif commun. C'est aussi l'assurance qu'on va s'engager sur du long terme parce que le contrat du STER repose aussi sur du long terme. Et ça, c'est essentiel. C'est sûr que si on fait une action isolée, sur un espace confiné, confidentiel, eh bien, évidemment, le partage des objectifs, il n'est pas certain. On risque d'avoir loupé toute la phase de concertation avec les acteurs qui pourraient être mobilisés et parties prenantes. Et du coup, la perspective long terme ou moyen terme de cette action, ben, elle est, dès sa mise en œuvre, elle est déjà perdue. Pierre Juste- Trépigne. Non, non, mais en fait, ça me fait penser à un truc. En fait, ce qu'il faut quand même dire, c'est ce qui est important quand on travaille, c'est le avant et le après. En fait, voilà. Pour passer de la situation 1 à la situation 2 qui est meilleure, on fait avancer le schmilblick avec une action, on va pas attendre de faire un ster, quoi. On le fait, quoi. Enfin, je veux dire, ce qui est important, c'est le bénéfice qu'on en tire, quoi. Voilà. Donc, et si après on est mûr pour aller un peu plus loin, on fait un ster, hein. Les endroits où on a développé ce type d'outil sur notre façade, on n'a pas commencé par réunir les gens en disant, allez, super, les gars, venez tous, on va tous travailler sur le restaurant écologique, c'est génial, on va avancer. On a souvent commencé par une petite opération à l'intérieur d'un port, là, qu'on maîtrise à peu près, puis du coup, on a montré que ça fonctionnait, puis du coup, ça intéressait le port d'à côté, puis d'un coup, on s'est dit, bah tiens, il n'y a pas que les poissons, il y a aussi ça, machin, etc. Donc, je veux dire, c'est que c'est pas un truc qu'on prend, c'est pas un outil qu'on prend et on dit aujourd'hui, ah bah voilà, ça on réunit tout le monde, on fait un ster. Voilà, bon, paf, on est parti. En général, ça marche pas bien, quoi. Donc c'est quand même un processus en fait qui amène les gens à réfléchir sur oui, on veut agir sur notre territoire déjà. Voilà. Peut-être qu'agir sur le territoire, c'est déjà travailler sur les pressions, si on n'a pas bien travaillé sur les pressions, quoi. Peut-être qu'après, c'est effectivement travailler sur la non-dégradation. Et peut-être une fois qu'on a fait ça, qu'on a vu qu'on a arrivé à travailler ensemble, machin, etc., on s'est dit, bah tiens, allons booster un peu le calendrier de la nature et essayons de faire de la restauration écologique, quoi. Donc c'est un processus, là aussi, c'est pas, ça se décrète pas, c'est de l'appropriation sur le terrain, c'est de la cohérence avec les autres thématiques de gestion qu'il peut y avoir, quoi. Et ça doit découler d'un processus presque naturel. Si on arrive sur un territoire, et on l'a fait nous, l'agence, hein, sur plein de procédures différentes, si on arrive sur un territoire en disant, les gars, on sait tout, on a tout vu, on a tout compris, faites un ster. Ou faites, je sais pas moi, un plan de dépollution, quoi. Ça marche pas bien, en fait, hein. Pourtant, on sait que c'est ça qu'il faut faire, hein. Et même, on est prêt à le financer, mais ça marche pas bien non plus, quoi. Donc, voilà. Donc ces outils-là, ça nécessite quand même aussi d'avoir compris qu'on a besoin de faire de la restauration, quoi. C'est-à-dire que si vous arrivez en tant que médecin à demander à votre patient qu'il faut se soigner, qu'il n'a pas compris qu'il est malade, il ne va pas se soigner, quoi. Donc c'est un processus quand même. Moi, je sais pas, un outil qu'on prend, qu'on calque, etc. Et c'est important de construire ce processus, comme c'est important de construire un plan de gestion. Et vous voyez tous les difficultés qu'il y a dans la mise en œuvre d'un plan de gestion, hein, tout le travail qu'il faut faire en amont. Bah, le STER, c'est juste une déclinaison d'une thématique qui consiste à essayer de réparer un certain nombre de bêtises qu'on a encouragées avec nos activités, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, vous l'aurez compris à travers les 4 modules précédents et à nouveau avec celui-là, rien ne peut se faire sans concertation préalable, sans processus territorial où on va persuader les gens, on va leur expliquer, justifier, réussir à justement mobiliser, y compris les acteurs les plus rétifs, y compris effectivement des gens pour qui c'est pas une priorité, c'est pas forcément une priorité pour tous les élus. Et ça prend du temps. Mais effectivement, cette construction, c'est la base pour tout le reste. Et voilà. Si vous êtes dans une logique de conservation, même si Pierre n'aime pas, de préservation des territoires, de manière à s'assurer qu'ils soient suffisamment forts et résilients pour l'avenir, et puis utiles aux usagers, utiles effectivement à la vie alentour, il est essentiel de s'associer, d'associer tous les acteurs du territoire. On ne peut pas travailler seul, et ça, on en est persuadé. J'espère en tout cas que c'est un message que vous aurez compris à travers tous les premiers modules, et on va continuer dans les prochains. Jessica, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est pour le STER. J'aurais dit pas de mystère, partageons, il ne faut plus se STER. Bon, c'était au cas où il faut faire la pub, quoi. Voilà, on a le slogan, c'est parti, effectivement, demain soir.
sur la BBC, CNN et voilà, En grec aussi, peut-être. Il faudrait. et en grec, et il va falloir le décliner, j'en suis bien persuadé. Merci beaucoup. C'est aussi imagé qu'une salade de fruits, je dirais. C'est vrai, monsieur a le nez. Alors, et là, on va retrouver Angélique, qui a analysé les questions. J'ai regardé les questions aussi, toutes ne concernaient pas ces enjeux. Ne vous inquiétez pas, on répondra à vos questions plus tard. Mais voilà, je laisse Angélique les synthétiser et poser des questions à nos trois invités. Oui, alors on avait notamment une question, donc deux questions qui regroupent en fait changement climatique, restauration écologique. Donc qui serait pourquoi prévoir en fait une opération de restauration écologique avec un objectif de revenir à l'état de référence, l'état initial, alors même que ces changements globaux tels que le changement climatique imposent en fait une nouvelle évolution et donc de nouvelles références. Et on avait une double question, c'était de peut-on parler d'adaptation des espèces justement vis-à-vis de ce dérèglement climatique? Jessica, je te laisse la parole pour répondre, ouvrir à cette réponse. Alors, justement, là, c'est une question qu'on se pose actuellement sur les récifs coralliens. Il faut savoir que chez nous, on est cette année sur le deuxième gros épisode de température très élevée. Donc, l'année dernière, on a fait des suivis sur le blanchissement corallien, parce que le corail, forcément, a besoin de lumière, d'une température particulière, mais avec un maximum. À partir d'un moment où la température est trop élevée, le corail peut blanchir, c'est-à-dire qu'il expulse les algues qui sont à l'intérieur, et il peut aussi mourir si ça dure très longtemps et que les algues viennent s'installer sur le corail. Nous, on a quand même 81% de nos coraux impactés rien que l'année dernière à cause des températures qui étaient très élevées. Et en parallèle, on a des projets de restauration corallienne. J'en parlerai peut-être quand on parlera du milieu marin, mais évidemment, les coraux n'ont pas survécu parce qu'en fait, il faut savoir que parfois, la nature, en ce moment, on se rend compte qu'on a des coraux et des espèces de coraux qui sont plus ou moins sensibles à l'élévation de la température. Donc, on a financé un projet de recherche, qui s'appelle le projet PACO, pour essayer de voir quels sont les coraux qui supportent le plus les montées de température. Et pourquoi? Quels sont les objectifs? Ça, c'est des questions qu'on pourra se poser parce que finalement, on est à un instant T aujourd'hui. On va regarder peut-être les coraux et encore, avant d'avoir les résultats, ça va prendre du temps, qui sont les plus résilients aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça sera demain? Et on se rend compte que dans les projets de restauration, on utilise des espèces qui sont faciles à planter parce qu'on va dire que c'est celles qui, au niveau visuel, en tout cas, qui vont grossir rapidement, mais c'est aussi des espèces les plus fragiles qui meurent le plus vite. Donc, est-ce qu'il faut faire un deuil de nombreuses espèces? Nous, on a 48 espèces de coraux. Là, j'étais encore souvent en suivi il y a 2 semaines. C'est hallucinant les impacts qu'on a avec l'élévation des températures. Il nous reste vraiment très peu d'espèces, très peu de coraux en bonne santé. Les algues ont vraiment pris le pas sur nos écosystèmes. Donc, voilà, la question sur la restauration, elle est complexe sur ces espèces. Est-ce que Vincent, tu souhaites réagir avec un retour d'expérience ou juste sur cet aspect changement climatique, retour à état de référence, restauration écologique? Peut-être sur le changement climatique, oui. Alors, est-ce que toutes les espèces vont s'adapter? Non, certainement pas, elles n'auront pas le temps. Ça risque d'être très rapide et assez violent. D'ailleurs, on continue de faire le bilan de tout ce qui disparaît au fur et à mesure. Certes, c'est important de se donner peut-être des échelles de ce qu'on aimerait préserver avec le temps. Je pense le fonctionnement écologique, l'écosystème et son fonctionnement, sa fonctionnalité, oui. Mais cela dit, moi, je ne me résous pas à accepter la disparition d'espèces dont on a identifié qu'elles étaient devenues rares, extrêmement localisées et particulièrement parfois sur des écosystèmes insulaires. Et surtout, si on a la possibilité d'agir contre leur disparition immédiate. Alors certes, je ne parle pas uniquement de changement climatique, je parle de tous les types de pressions et tous les types de menaces qui peuvent peser sur elles, parce qu'elles ne sont pas seules. Parce que le changement climatique, c'est une menace. Il y en a plein d'autres aujourd'hui qui s'exercent sur ces écosystèmes. Et il se trouve que parfois, on a des leviers d'action pour pouvoir lutter contre. Certes, sur le long terme, je ne sais pas ce que ça va donner parce que les capacités de déplacement de ces espèces peuvent être extrêmement limitées. Les aires de répartition sont déjà extrêmement fragmentées.
Mais comment dire, moi, le bilan, c'est que je me résous pas à accepter la disparition parce que on a des espèces exotiques qui arrivent, parce qu'il y a des changements climatiques qui vont les favoriser par rapport à d'autres. Je pense que si on a la possibilité de continuer à conserver cette diversité génétique, cette diversité spécifique, eh bien, je pense qu'on peut y mettre de l'énergie. Après, il ne faut pas mettre de l'énergie non plus de façon complètement perdue, à fond perdue, parce que tous les écosystèmes ne peuvent pas être aujourd'hui préservés de la même façon. On ne peut pas lutter de la même façon sur tous les espaces, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens aussi de maîtriser ce qui va entrer et ce qui va sortir. Donc voilà, il y a une réflexion un peu raisonnée sur les moyens d'action, sur les endroits où on doit les mettre en place, sur la façon dont on doit les mobiliser. Et comment dire, non, c'est à peu près ce que je veux vous le dire sur cette problématique des changements climatiques. Je suis sûr que Pierre aura des choses Alors, moi, intéressantes. je connais suffisamment Pierre pour savoir qu'il a commencé à réagir. Ben, j'ai vu son visage se transformer Se au figer, moment. je suis devenu tout vert et ma chemise s'est déchirée. Exactement. Hein, Donc, hein. Hulk va nous interpréter Non, mais en sa fait, vision par rapport à la disparition des espèces, notamment. ben non, moi je ne vais pas vous parler de disparition d'espèces avec le changement climatique, je vais vous parler d'espèces qui arrivent avec le changement climatique et qui ne font pas le malheur de la Méditerranée pour autant, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours une vision négative en fait, du système. Je ne sais pas, la grande floraison des Posidonies qui a eu lieu l'année dernière, qui est considérée comme quelque chose de très bien, parce qu'en gros ça fleurit une fois tous les 10 ans, de 15 ans, apparemment elle est due à un petit effet de chaud qu'on a eu. Maintenant, on trouve plein de mérous partout, partout, des tailles immenses, machin, etc. Je pense que c'est pas uniquement lié au fait qu'on ne chasse plus. On a des bancs de barracuda. Alors, le barracuda, si jamais vous avez écouté la télé cet été qui disait que le barracuda, ça attaque les baigneurs, les plongeurs, et que c'est en train de faire en sorte que la Méditerranée devienne dangereuse, c'est pas grave, c'était BFM TV ou je sais pas quoi, mais voilà. Donc, On en a plein des barracudas non, ici. non, mais, non, Bon, mais c'est pour dire à quel tout point va les bien, gens. tout va bien. Le barracuda, c'est super parce que d'abord, hein, c'est un joli poisson, c'est plaisir aux plongeurs. C'est un bon poisson, c'est plaisir à ceux qui mangent. Et en même temps, quand il y en a du barracuda, comme le barracuda, il ne mange pas les algues, ça veut dire que l'écosystème il y a du poisson et que du coup, ça va pas si mal que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, finalement, toute médaille a son revers, quoi. Et peut-être que le changement climatique et l'augmentation de quelques degrés de température, ça peut être aussi un allié intéressant pour réintroduire des espèces ou pas, quoi. Donc en fait, on peut pas partir d'emblée en disant de toute façon ça va être la fin du monde, c'est pas la peine de travailler parce que la planète est en train de bouger, d'évaluer, etc. On le voit bien avec l'herbier de Posidonie chez nous. Hein, enfin, considérer que la situation était quand même perdue depuis longtemps, ben, finalement on a réussi à faire bouger les pressions. On arrive à faire des transplantations avec des taux de survie de 90%. Et en plus, l'herbier, naturellement, il repousse dans plein d'endroits. Ça fait 40 ans on perd des hectares d'herbier et finalement, sur les 4 ou 5 dernières années, on a plein de repousses d'herbier. Bah, ça démontre bien que de toute façon, on a bien fait de continuer à se battre pour réduire les pressions, qu'on a bien fait qu'on a continué à expérimenter pour essayer de trouver les solutions qui permettent et les conditions qui permettent de réussir les transplantations. Donc, voilà, donc il ne faut pas rester défaitiste et il faut au contraire se dire que bah oui, on a une contrainte supplémentaire potentielle qui est le changement climatique. Ça veut dire surtout qu'on maîtrise encore moins les choses que ce qu'on maîtrisait auparavant, parce que alors, pour le coup, celui qui est capable de prévoir, il est bon là-dedans, mais pour autant, on a encore les moyens d'agir, même si ce contexte-là, il évolue pas forcément favorablement, quoi. Avant de passer la parole à Jessica, puis à Angélique pour poser une question, ma question elle est très simple par rapport aux évolutions du climat et des écosystèmes par rapport à tout ça. Aujourd'hui, si on veut partir sur une logique de restauration écologique d'un territoire, on ne peut pas viser un état des années 1950. Donc, comment on fait pour dire vers quel état on veut aller puisqu'on ne le connaît pas encore? Mais non, c'est pas Eh ça la ben, question. euh, Ah, pardon. Excuse-moi, la question, c'est pas je fais de la restauration écologique. La question, c'est je veux réintroduire cette espèce ou je veux retrouver cette fonction-là. Pour réintroduire cette espèce-là ou reproduire cette fonction-là, un des outils, c'est la restauration écologique. Tu vois, en fait, il ne faut pas parler du moyen, il faut parler de l'objectif, quoi. Et après, tu vas travailler jusqu'à atteindre ton objectif. Mais enfin, faire de la restauration écologique, c'est comme aller marcher, quoi. Si tu sais pas où tu vas, pas forcément intéressant, quoi. En Jessica. fait, c'est très intéressant parce que là, dans les discussions, on voit qu'il y a plusieurs façons de courants de pensée. En fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans la science et dans le doute, et même au sein de nos organismes, au sein du conservatoire du littoral, on a des projets de restauration de mangroves, au sein de l'OFB, au sein de... Voilà, même entre scientifiques, on a des courants de pensée, des choses qui évoluent.
Moi, je sais que, par exemple, je n'ai pas du tout les mêmes opinions maintenant qu'il y a quelques années. Là, j'avoue que par rapport à Vincent, je suis plus dans une logique, je vais faire exprès d'utiliser le mot deuil, hein, parce que je sais que c'est dur. Je l'utilise pourquoi? Parce que on voit en 20 ans, enfin même à vue d'œil en quelques années, en 12 ans, la dégradation, à quel point elle va vite et à quel point on a des espèces qui disparaissent. Et je ne sais pas, et je pose la question, voilà, à quoi ça va servir d'avoir des aquariums qui vont conserver le pool génétique qu'on a, alors qu'à côté de ça, on a des nouvelles espèces qui s'inventent, qui se créent, une nouvelle organisation, des fonctions qui disparaissent, mais des espèces qui vont s'adapter, parfois ou pas, à des écosystèmes dégradés. Je dis parce qu'on est étonné des fois de voir des espèces qui étaient rares à certains endroits d'un coup revenir sur des zones qui sont quand même très dégradées. On a des surprises. Donc, c'est aussi ça qui est beau dans la beauté du vivant. C'est que, enfin, moi, déjà, j'ai du mal à comprendre mon espèce humaine, comment je vais comprendre le poulpe, ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a du mal à imaginer ce qui va se passer avec ce changement climatique. Peut-être que demain, vous aurez besoin d'un expert des Caraïbes pour venir travailler en Méditerranée. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça sert, enfin, je pense que c'est difficile de se dire qu'il y a des espèces qui disparaissent. Et c'est vrai que c'est violent pour nous qui aimons la diversité du vivant, la richesse spécifique, et c'est surtout ça qui fait la force d'un écosystème, c'est sa diversité. Ce qu'on pourrait d'ailleurs dire aussi sur la diversité culturelle, hein, mais en tout cas, on peut faire des parallèles aussi avec ça. Ce qui est sûr, c'est qu'un écosystème corallien, plus il va y avoir des fonctions, plus il va y avoir des formes, plus il va y avoir des espèces différentes, du super prédateur aux espèces les plus moches qui sont les moins valorisées, parce que c'est vrai qu'on valorise souvent les baleines, les dauphins, et moi je me bats pour l'holoturie par exemple. Sur le concombre de mer, je suis une grande défenseuse des espèces que les gens trouvent moches, qu'ici ils appellent pipi lambé, ça veut dire le pipi de la mer, alors que ce sont des filtreurs. Enfin, ce que je veux dire, c'est que toute la richesse d'un écosystème, c'est sa diversité, mais nous ne sommes déjà pas capables de comprendre notre espèce. On essaye de comprendre les fonctionnements aujourd'hui, mais imaginez ce qui va se passer dans 10 ans, on a du mal. Moi, j'ai vu la grande nacre qui disparaissait, donc il paraît, enfin, je ne sais pas, j'ai des souvenirs de porquerolles avec cette grande nacre. Maintenant, on me dit qu'il y a eu une maladie et que maintenant, elles sont disparues. En Martinique, nous, les maladies coralliennes qui touchent les coraux, elles sont impressionnantes. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des coraux qui disparaissent complètement. Et parfois, on a la surprise de revoir réapparaître quelques petites, enfin, des coraux qui reviennent. Donc, je pense vraiment qu'il va falloir qu'on accepte de perdre certaines espèces et qu'on va avoir du mal à imaginer comment sera la mer de demain. Chers amis, je vous adore, mais vous êtes un peu bas tous, même si c'est passionnant et extrêmement intéressant. Voilà, on est sur des débats de fond. Mais je redonne la parole à Angélique. Je suis le responsable de la montre. On a déjà dépassé voilà, le temps qui était à partir de cette première partie. Il en reste deux. Là, si vous voulez être libéré avant minuit pour certains, avant midi pour d'autres, on va essayer d'avoir des réponses plus courtes, même si je vous le redis, c'est passionnant, c'est très intéressant et on apprend beaucoup. Angélique. Oui, alors on avait des questions qui concernaient davantage le côté administratif de projet, réglementation, en fait, comment faire face aux procédures administratives qui peuvent, en fonction des pays, en fonction des endroits, terre, mer aussi, être plus ou moins complexes et longues et qui peuvent retarder ces projets. Et la question, elle peut être couplée aussi à justement qui peut décider si on fait une restauration écologique ou non. Donc voilà, si quelqu'un veut se lancer dans la réponse à cette question. Comment aider les gens qui nous regardent? Vincent, non, pas toi? Ouais, non, parce que moi, je me sens pas bien placé pour parler des difficultés administratives qui sont effectives. Et je suppose que suivant les contextes, elles peuvent être d'autant plus lourdes. Y étant confronté quotidiennement, alors il y a quand même un côté positif à tout cela, c'est que ça permet de prendre le temps de la réflexion. Parfois, ça permet aussi de bien peser l'intérêt de la mise en œuvre de l'action qui est visée, ça oui. En revanche, on voit bien que de plus en plus, le curseur il devient de plus en plus
de plus en plus difficilement positionnés en faveur de l'action, surtout en faveur d'expérimentation. Ce qui entraînerait derrière l'idée que finalement, on va faire des expérimentations encore plus confidentielles parce que si on dit trop fort, on risque de se recevoir un non ou une fin de non-recevoir parce qu'on n'a pas fait la demande d'autorisation administrative qu'il fallait. Donc oui, moi, je mets un warning là-dessus parce que j'y suis confronté, que je pense qu'il y a quand même un côté positif, c'est que ça permet d'améliorer la concertation. Sauf qu'après, il faut voir avec qui est faite la concertation et quelles sont les compétences des personnes qui sont en charge de donner ces autorisations. Et parfois, je suis un petit peu dubitatif sur les demandes qui sont faites et qui sont effectivement des éléments d'inertie et qui empêchent l'action, au final. Oui, Alors, Jessica, vas-y. certes, ça empêche l'action, mais ça empêche aussi votre action, qui est évidemment de qualité, mais il peut y avoir des charlatans, il peut y avoir des gens qui se trompent, il peut y avoir des gens qui vont faire des grosses conneries. C'est pas complètement, je me fais l'avocat du diable, hein, c'est pas complètement inutile d'avoir des autorisations administratives pour encadrer les dérives. Je peux prendre peut-être, excuse-moi Jessica, je vais reprendre un exemple très concret. Parfois, l'introduction d'une espèce sur une île, pour éviter sa prolifération, il est nécessaire d'agir assez vite parce que les conséquences sur les espèces autochtones peuvent être extrêmement rapides, extrêmement délétères. Et le souci, c'est que toutes les phases de réflexion en amont de cette action, d'éradication, etc., surtout que parfois on arrive à des situations assez incongrues, c'est-à-dire que l'espèce introduite est aussi une espèce protégée, mais sur son aire de répartition naturelle. Donc, il faut qu'on rentre sur des questionnements philosophiques sur est-ce qu'on est bien sur l'aire de répartition naturelle de l'espèce, etc. Est-ce qu'il y avait des éléments historiques de sa présence ou pas? Enfin bref, un certain nombre de questions qui peuvent retarder l'action et qui peuvent même rendre l'action complètement inutile parce que beaucoup trop tard. Donc, je pense que c'est bien d'avoir cette réflexion. Tu dis, Fabrice, à assez juste titre, hein, assez justement, c'est que ça évite d'avoir des charlatans qui pourraient avoir des actions qui ne vont pas dans le bon sens, qui ne sont pas concertées. Oui, ça permet d'avoir cette concertation, mais attention quand même, vraiment. Parfois, une petite action rapide peut permettre d'arriver à une réponse, alors que plus tard, ça ne sert plus à rien de le faire. Peut-être, Fabrice, une réglementation, ça arrive toujours après, en fait. Je veux dire, une réglementation, ça ne s'est pas anticipé, en fait. Et quand on expérimente quelque chose, ben, on ne l'a jamais fait, quoi. Et donc, du coup, on sait pas si ça va fonctionner ou pas fonctionner. Et souvent, la réglementation demande des garanties qu'on ne peut pas fournir, puisque sans vu qu'on n'a pas fait l'expérimentation, qu'on connaît pas le cadre d'application, les limites de l'expérimentation. Donc, c'est un vrai frein partout. Voilà, c'est un vrai frein partout. Voilà. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'effectivement, il y a un travail de fond à faire pour rassurer, être cohérent, cadrer, machin, etc., que ça prend aussi du temps, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que le danger, il est pas tant sur les opérations qui amènent des dégâts, en fait. Parce que finalement, il n'y en a pas tant que ça, en fait. À l'inverse, on a beaucoup d'opérations qui servent à rien, quoi. On a beaucoup d'opérations, on dépense beaucoup d'argent public. Alors, petit aparté sur la notion d'argent public, c'est souvent des argents de fondations privées qu'on considère comme étant pas publics, mais en même temps, les fondations privées, c'est souvent la défiscalisation. Donc, quelque part, à un moment donné, c'est 60-66% d'argent public, donc ça reste de l'argent public. Donc, en fait, souvent, on a des petites opérations ou de belles opérations de communication ou autre, ou sur des techniques ou des méthodes ou un territoire non cohérent, avec aucune évaluation. Alors ça, c'est quand même le gros truc, hein. Il y a 9 fois sur 10, il n'y a aucune évaluation. Et finalement, ça renvoie aussi une image à ceux qui doivent donner les autorisations sur le fait que ça ne sert à rien tout ça, quoi. C'est juste de la com, du greenwashing ou du bluewashing. C'est pas très grave si c'est de l'argent privé, et puis ça fait pas de dégâts, mais de toute façon, ça mène rien. Donc voilà. Donc en fait, on a besoin, enfin, et je pense qu'en tout cas au niveau européen et au niveau national, il va falloir le faire, mais c'est un peu ce que disait Jessica tout à l'heure, on a besoin aussi de se mettre au clair sur ce qui marche pas, et qu'on renforce en fait cette notion d'évaluation de l'atteinte à l'objectif, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on a mis des coraux que ça va marcher, c'est pas parce qu'on a planté de bout d'herbier que ça va marcher, ou c'est pas parce qu'on a remis 100 langoustes dans un territoire que pour autant les langoustes vont se reproduire, machin, etc. Donc en fait, c'est hyper complexe parce qu'on a affaire à une politique qui est nouvelle, sur laquelle les gens ne sont pas convaincus, sur laquelle le cadre réglementaire globalement il n'existe pas ou il est plutôt contraignant, et sur lequel on n'a pas je sais pas, le terme norme ne me plaît pas, mais en tout cas, on n'a pas de routine établie pour s'assurer l'efficacité de ce qu'on fait. Ouais, ok, c'est quand même un peu, hein, mais pour autant, il y a des super succès qui fonctionnent en matière de restauration écologique. L'éradication en terrestre, ça fonctionne. La restauration des nurseries côtières, ça fonctionne, en tout cas chez nous. Refaire des chaînes trophiques, remettre des récifs artificiels dans le secteur, ben, ça fonctionne aussi, etc.
travailler, réintroduire des macroalgues, en tout cas en Méditerranée, ça fonctionne aussi. Donc il y a plein de trucs qui fonctionnent, quoi. Mais ça reste compliqué, ça demande du travail de long terme. Posidonie, ça fait 40 ans que les mecs y travaillent. Les macroalgues, ça va faire 15 ans ou 18 ans. Les nurseries, ça fait plus de 15 ans. Voilà, c'est du temps. Il faut être pragmatique, opérationnel, traçable, rendre des comptes et être modeste dans ce qu'on fait, quoi. Donc, mais il faut faire. Je reviens sur la règle du jeu parce qu'il y a une très forte inflation des questions. C'est pour ça que je regarde en l'air parce qu'il y a des questions qui arrivent là. Il y a énormément de questions. Une réponse courte, s'il vous plaît, pour pouvoir répondre à un peu plus de questions. Du coup, j'ai pas compris. Tu veux que je repose une question de... Oui, vas-y, pose une dernière question sur ce Alors, thème. sur cette partie générale, on avait une question qui disait bonjour, Vincent vient d'évoquer le fait que les échecs restent surtout confidentiels. Du coup, on avait une question qui nous demandait de comment faire justement pour partager ces échecs sans nuire à notre image. Qu'est-ce que en fait vous conseillerez pour partager des échecs? Vincent, je te laisse la parole comme c'était toi qui avais évoqué. Ben, merci, je voyais que Jessica voulait répondre, donc je te laisserai juste après la parole, Jessica, pas de problème. Très rapidement, mais moi je pense qu'il faut l'inventer, ça. Balle aux éditeurs, aux gens qui nous mobilisent pour pouvoir faire des rédactions de guides qui marchent. Eh bien, inventons le guide des trucs qui ne marchent pas. Ce sera très bien. Mettons des règles du jeu aussi pour ne pas ternir les images, parce que je sais très bien qu'il y a une problématique d'image derrière ça, parce qu'on s'associe à des opérations qui n'ont pas marché, des financements publics qui n'ont pas fonctionné. Mais je pense que il faut ce courage-là, et puis il faut l'accepter aussi. Lance l'idée du guide des trucs qui ne marchent pas, je pense que ce sera bien. Vas-y, Jessica. Alors, je sais qu'en Méditerranée, ils sont en avance quand même sur l'évaluation, mais au sein de l'OFB, ils sont en train de mettre en place la plateforme Lithorex pour essayer d'avoir des retours d'expérience aussi sur la façade Manche, Atlantique, Caraïbes. Enfin, voilà, ça s'appelle Lithorex et ça va arriver. Et nous, en Martinique, on a eu cet exemple de projet qui n'a pas fonctionné et en fait, on essaye d'encourager l'association, en effet, à expliquer pourquoi ça n'a pas marché. On a fait des réunions là-dessus et ça, c'est important d'en parler. Moi, je serais assez prêt à lancer un webinaire des losers. Voilà. Toutes les opérations que vous loupez. Le problème, c'est qu'il faudrait effectivement que les gens soient masqués parce que, parce que c'est vrai, c'est toujours plus facile de communiquer sur des succès que des échecs. Personne, voilà, c'est pas très bon pour l'ego, c'est pas très bon pour l'image, c'est pas très bon pour le nouveau financement. Par contre, c'est très utile. Donc, on va y réfléchir. On va voir comment, dans le cadre de la communauté Cogico, on peut faire remonter certains échecs, trouver les origines, parce que c'est ça qui est intéressant, voilà, comprendre pourquoi ça n'a pas marché, et sur cette base-là, peut-être essayer de faire quelque chose. En tout cas, on vous promet d'y réfléchir. Pierre, le webinaire de Ouais, demain, ça te parle, tu as envie d'y participer? non, non, mais je sais que tu n'aimes pas quand je te coupe et je m'en excuse. En fait, il y a un truc il y a un truc qui est très simple, ce qu'on appelle l'échelle TRL, en fait. C'est une échelle en fait, qui vient du monde industriel, en fait, qui permet de classer l'efficacité d'un produit de manière générale, quoi. Ça va de 0 à 9. Par exemple, à 0, on est à l'échelle de l'idée. À 9, on a quelque chose qui est opérationnel, qui est efficace, dont l'efficacité est démontrée, qui peut être reproductible partout, etc. Bah, par exemple, la restauration des fonctions nurserie, hein, il y a 15 ans en arrière, quand on a eu l'idée, c'était à l'échelle 0. Puis après, on a fait un avant-projet. Puis après, on a fait un pilote. Ben, on est monté à 2 ou 3 ou 4. Puis après, on a considéré que c'était opérationnel. Ben, c'était du 5 ou du 6. Puis maintenant, c'est déployé dans 80 ports. Donc, c'est de l'échelle 9, quoi. Et en fait, cette notion d'échelle TRL, elle est importante pour toi parce qu'elle elle amène justement à rentrer les opérations ou les expérimentations au bon niveau. C'est-à-dire que si on est sur une opération qui a été testée une fois sur un territoire et sans évaluation, on ne peut pas considérer que c'est un niveau haut. Et donc, du coup, c'est pas opérationnel. Et donc, si c'est pas opérationnel, c'est pas forcément un truc apporté par un gestionnaire, une collectivité. Ça reste de la recherche, quoi. Donc, du coup, quand on parle de restauration opérationnelle, on est sur des trucs qui sont, dont on a montré l'efficacité, dont on sait évaluer l'efficacité, donc on sait que ça marche. Si c'est pas ça, il faut pas appeler ça une opération de restauration. On appelle ça une expérimentation, en fait. Et c'est super important parce qu'en fait, on a beaucoup plus d'expérimentation qu'on a d'opérations de restauration, en fait. Et du coup, voilà, il y a la possibilité de classer ces trucs-là de manière objective, parce que c'est un truc industriel qui est très objectif, en fait, hein. Mais en tout cas, en Méditerranée, ça nous permet d'éclairer le débat. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive en disant, j'ai la solution miracle, je vais sauver le truc, etc., on dit, OK, comment tu te situes sur cette échelle-là?
bah, tu es en échelle 1 ou 2, c'est-à-dire que tu as fait un prototype qui n'a même pas été évalué. Donc, en fait, ce n'est pas quelque chose d'opérationnel. OK, on t'accompagne pour vérifier l'efficacité, mais on ne considère pas que c'est de la restauration écologique. Ça reste de l'étude, de la science ou autre. Donc, voilà, il y a des outils, en fait, qui permettent de le faire de manière objective, en fait. Mais moi, je trouve que c'est une Merci bonne beaucoup. idée, Pierre, ce que tu proposes. Et je me permets là, mais cela dit, il y a quand même aussi le point de ce qui ne fonctionne pas et qu'on sait qui ne fonctionne pas et qui continue d'être sur lesquels on continue d'être sollicité. Moi, j'ai encore des sollicitations sur des prototypes de création de points d'eau, par exemple en milieu méditerranéen, sur des modèles qui ne fonctionnent pas. Et malgré tout, les personnes cherchent désespérément l'entreprise qui va leur faire ce truc qui ne fonctionne pas. Et à un moment, il va falloir quand même se dire, globalement, collectivement, arrêtons de faire ces trucs qui ne servent à rien parce que ça ne marche pas. Ouais, mais tu peux pas empêcher les gens de rouler à 200 à l'heure et de griller le feu rouge, hein, Vincent. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu peux amener, enfin, je veux dire, on n'a pas à prendre la place de quelqu'un qui prend la décision. On a amené les éléments pour que la personne décide en bonne connaissance de cause. Après, chacun prend ses responsabilités en la matière, sinon on se substitue au rôle des uns des autres, quoi. Mais quand même, nous, on a une responsabilité quand on finance les projets. Donc, c'est vrai que là, je vois qu'on a quand même pas mal d'échanges sur la restauration parce qu'on a eu de la dissonance au niveau même de l'OFB. Et on essaye de travailler pour voir vers où on a envie d'aller et vers où on a déjà fait des expérimentations et il ne faut pas aller. Oui, Merci mais beaucoup. On va avancer. Je suis désolé, le débat est sans fin et je vous sens chaud pour continuer très tard ce soir. On vous laissera tous les trois. Voilà, ceux qui vont rester connectés vous écouteront. Malheureusement, j'essaie de maintenir. Je m'excuse vraiment hein, parce que je suis sincère. La plupart des choses que vous dites sont pertinentes. Euh, on va rentrer sur le thème 2. Donc là, Vincent va prendre un peu plus de place, pas toute la place, parce que Pierre, même si tu es spécialiste de la mer, et Jessica de même, n'hésitez pas à vous aussi contribuer au débat sur ces enjeux en termes d'approche et de méthode. Euh, alors, le long terme, la longue période. Comment éviter l'essoufflement et la perte de financement au bout d'un moment lors d'une opération de suivi d'éradication qui peut prendre plusieurs années? On a un suivi qu'on met en place avec Vincent sur une petite île où on suit de l'éradication d'espèces depuis maintenant près de 12 ans. Voilà. Donc on le fait dans le cadre de nos activités classiques et du bénévolat pour certains. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des opérations avec des suivis sur un si long terme. Et voilà, donc comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des idées de ton côté, Vincent, pour permettre ça? Et après, effectivement, Pierre et Jessica, vous pouvez aussi donner votre avis sur le principe, même si c'est une question terrestre, ça reste aussi globalement le même cas pour la partie marine. Alors, déjà, je pense qu'on peut répondre à deux, Fabrice, sur ces points-là, parce que tu as aussi pas mal d'expérience sur les sujets, et notamment parce qu'on parle d'essoufflement, de perte de financement. Et ça, certes, on pourrait parler d'espèces exotiques envahissantes, mais ça concerne tous les projets, ça. Notamment tous les projets de long terme. Donc là, déjà, le problème 1, c'est que souvent, on a l'impression qu'on va régler le problème en un one-shot, et c'est un peu le problème des décideurs, c'est qu'on leur a vendu du rêve en leur disant on va éradiquer l'espèce, et après c'est terminé, il n'y a plus de problème. Or, en vrai, le problème, il est forcément sur un temps beaucoup plus long, et aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, on est sur une opération qu'on a en commun sur 12 ans, et 12 ans, on n'a pas encore vu le bout. Donc, ça donne beaucoup, beaucoup d'humilité sur la capacité d'aller au bout d'une action d'éradication. Et c'est pour ça que peut-être il faut déjà se fixer des objectifs atteignables dès le départ. Si on sent qu'on n'a pas les financements sur long terme, c'est ce qu'on est sur l'éradication du contrôle. J'ai un premier point. Et si on part sur l'éradication, il faut vraiment réussir à convaincre les opérateurs que le financement ne sera pas sur une seule année, il sera sur du long terme. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point, c'est qu'il faut être capable aussi de communiquer et de communiquer au fur et à mesure de l'avancement pour continuer à mobiliser. Parce que ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, on a réussi à démobiliser nos partenaires financeurs. Et ce qui signifie qu'on n'a pas suffisamment fait des allers-retours sur les partages des retours d'expérience, sur les résultats, sur aussi des nouvelles découvertes, parce que quand on mène des opérations comme ça, on découvre de nouvelles opérations, on peut aussi se remettre en question aussi sur les modes opératoires mis en place, on peut réorienter aussi la démarche, enfin, il y a de la communication qui doit se faire tout au long de l'opération. Et puis, je prendrai comme dernier exemple celui par lequel tu as commencé, que parfois, c'est pour éviter d'être soumis à des soufflements de perte de financement, parfois, c'est bien de ne pas dépendre de financement pour réussir à aller au bout de l'action. Parce que je crois que c'est aujourd'hui, malgré tout, l'un des points qui est plus problématique, c'est justement d'être dépendant de financements qui sont par nature parfois un peu volatiles. Et que ça, c'est effectivement un frein à l'action sur le long terme. Donc, je pense qu'il y a vraiment un peu de tout. Être capable de mesurer ce qu'on est capable de faire, avec ou sans financement, être capable de mobiliser des gens qui sont convaincus.
et continuer à les mobiliser sur ces actions, sur ces objectifs, sur les bénéfices qui sont obtenus et avoir une communication un peu vraie, c'est-à-dire que parfois, on n'atteindra pas cet objectif initialement visé, que peut-être il faut être un peu moins ambitieux et plutôt favoriser du contrôle plutôt que de l'éradication. Merci beaucoup. Je rajoute un retour d'expérience là-dessus. Une opération mérite du suivi. Une opération en tant que telle peut être définie dans le temps sur quelques jours, quelques mois. Enfin voilà, une opération choc qui va permettre une restauration de territoire, une opération d'éradication, etc. Mais après, ce qu'il faut absolument faire, c'est qu'au sein de l'équipe, les personnes en charge du suivi soient intégrées dans l'équipe, ou en tout cas que le savoir-faire pour assurer ce suivi. Et donc, du coup, ce n'est plus une opération choc dont on suit, mais c'est de la gestion d'espaces naturels où ce sont des équipes, des gestionnaires qui sont chargés de mettre en place des actions quotidiennes de suivi et de mise en œuvre de la gestion classique. Donc là, effectivement, on est sur du fonctionnement en régie, on ne fait plus appel à la prestation extérieure. Plus on peut faire des choses en régie, ça veut dire qu'on a des gens, qui sont formés, qui sont compétents. Donc effectivement, c'est aussi valorisant pour les gens de l'équipe de monter en compétences et d'avoir les capacités de le suivre. Et après, il faut avoir effectivement des financements pour financer cette équipe, etc. Aujourd'hui, c'est parfois compliqué à l'échelle internationale d'avoir plus de crédits pour financer des fonctionnaires en charge de ça. Ça existe encore, mais ça devient compliqué. Donc, nous, on prône aussi le plus possible le recours à de la co-gestion quand c'est nécessaire. Voilà, s'appuyer sur une association, un autre organisme qui pourra réaliser ça, devenir co-gestionnaire, voilà, co-acteur de la gestion. Et il y a des moyens après pour financer cette co-gestion parapublic. Un des moyens que je soutiens et que par expérience, c'est de mettre en place des fonds fiduciaires, voilà, qui sont des fonds sur lesquels on capitalise de manière à ce que les intérêts puissent financer après du fonctionnement. Ça existe à Madagascar, ça existe en Méditerranée, il y a plein d'endroits, voilà, en Guinée-Bissau, il y a plein de zones sur lesquelles ces fonds fiduciaires permettent de dégager des intérêts qui permettent de financer le fonctionnement. Et effectivement, on n'est plus dans les opérations touch point avec un suivi spécifique, on est sur du fonctionnement avec l'équipe qui réalise en régie. Pierre, je crois que je t'ai remis, ou sinon. Moi, je voulais rajouter un autre point aussi, ne pas oublier pendant la mise en œuvre des opérations qu'on peut aussi diversifier les sources de financement et que certes, au début, on a peut-être été mobilisé sur une action portée par un organisme public qui voulait spécifiquement nous accompagner sur ce genre d'opération, mais qu'avec le temps, en fait, il peut y avoir d'autres types de financements qui peuvent venir concourir à la mise en œuvre pour pouvoir permettre de continuer ces opérations. Et ça peut être parfois, c'est clair que la première action, c'est souvent le financement le plus important, mais le suivi, peut nécessiter des financements moins importants qui peuvent être à la portée d'autres types de financeurs. Merci beaucoup. Pas de réaction spécifique de la part de Jessica et Pierre qui sont d'accord avec ce qu'on vient de dire, qui valident. Et Fabrice, je ne vais pas te laisser tout seul. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, je pense qu'il y a aussi une responsabilité des financeurs, en fait. C'est-à-dire que si on finance une opération qui vise à restaurer un milieu, une espèce, machin, etc., c'est qu'on s'engage à un objectif, quoi. Et donc, du coup, je pense que on a besoin aussi de s'assurer que les financeurs qui s'engagent sur une opération, ils savent pourquoi ils s'engagent et que l'engagement dans ce genre d'opération, c'est pas du one shot. C'est-à-dire que c'est pas si on travaille sur la restauration d'une espèce ou le fonctionnement d'un écosystème, ça se résout pas à une subvention à une année, quoi, ou en 2 années, quoi, ou même en 3 années, quoi. Et donc, je crois que c'est important aussi dans les discussions qu'il y a dans la recherche de financement, même si c'est toujours très compliqué, on est toujours content d'avoir même un one shot, c'est quand même de faire comprendre aux interlocuteurs qu'on a et qui sont les partenaires de l'opération que s'ils s'engagent effectivement à soutenir cette opération-là, voilà, c'est un engagement de moyen terme. Et à l'inverse, si effectivement on n'est pas soutenu sur de moyen terme, on a quand même du mal à garantir l'efficacité de la mesure, quoi. Et au moins, c'est clair vis-à-vis des partenaires, quoi. Donc, de façon à ce qu'on ne se retrouve pas avec un partenaire qui nous dise au bout d'un an, j'ai plus de financement, il n'y a plus de financement, et comment vous n'avez pas réussi votre truc. Voilà. Donc, je veux dire, c'est que chacun a sa part de responsabilité, en fait, aussi là-dedans, et on a besoin aussi de faire un effort de pédagogie vis-à-vis des partenaires financiers sur les besoins qu'il peut y avoir d'accompagnement de ce type d'opération, quoi.
et sur le fait que une aide ponctuelle est la bienvenue, mais qu'elle risque de ne pas être suffisante en fait pour atteindre l'objectif qu'on se vise. Merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour de la question et je suis désolé, j'accélère. C'est aussi la règle quand on essaie de fixer un timing. Toujours sur cette restauration écologique terrestre. Alors, ça répondra à des questions. Je vous sais frustré parce qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions. Marie-Laure, on a répondu à votre question sur les enjeux des impacts du changement climatique pour faire émerger un milieu qui serait plus adapté, etc. Je pense qu'on a largement répondu à ça. Madi Amada, Soudjaï, on a répondu aussi pour partie, et là, on va continuer à répondre à vos questions. Ne vous inquiétez pas, on essaie de gérer au mieux, et puis Angélique posera les questions qui seront orphelines de réponses juste après sur cette thématique terrestre. À partir de quand peut-on définir une espèce comme invasive? Faut-il vraiment éradiquer les espèces considérées comme invasives? Vaste débat. Je sais qu'au sein de la communauté scientifique, tout n'est pas absolument clair. Au sein même du conseil scientifique de l'initiative politique de Méditerranée, il y a eu débat. Mais Vincent, si tu peux nous répondre sur ces deux aspects. À partir de quand définit-on une espèce comme invasive? Et faut-il éradiquer toutes les espèces invasives? Bah, la première quand, j'ai donné déjà tout à l'heure une période qui nous sert de référence parce que c'est clair qu'il nous faut des règles là-dedans parce que c'est pas si simple que ça, et que tu le dis, il y a débat, il y a encore discussion. À partir du comment, de quel moment elle devient surtout une nuisance. Ça, c'est, il me semble pas inintéressant de l'approcher parce que il peut y avoir des espèces qui sont envahissantes sans être introduites et qui sont aussi des nuisances sur certains, dans le cas de certains dérèglements. Mais bon, là, c'est vraiment une discussion plus partagée qu'il faut avoir avec une communauté scientifique et de gestionnaire. Je voudrais plutôt répondre à faut-il éradiquer les espèces invasives? Eh ben, je vais faire plaisir à Pierre. Je vais dire, ben non, il ne faut pas systématiquement éradiquer toutes les espèces invasives. Il faut surtout, dans un premier temps, savoir quelle est la nuisance qui est engendrée. Est-ce qu'elle est vraiment problématique vis-à-vis de ce qu'on considère comme étant l'espace à préserver? Et peut-être qu'elle joue une fonction aussi dans cet écosystème et que cette fonction-là, eh bien, elle est importante pour la préservation des fonctionnalités de l'écosystème. Donc, non, non, il faut. Et puis, parfois, il faut être tout à fait honnête. On n'y arrivera pas. Donc, ça ne sert vraiment à rien d'y aller. C'est inutile complètement. Alors, je vois bien que dans certains plans, on nous propose en mesure compensatoire d'éradiquer les espèces envahissantes, etc. etc. OK, j'ai entendu. Mais ça dit, pour certaines, ce n'est pas la peine d'y aller. Ça ne sert à rien, c'est fini. Elles sont dans l'écosystème, il va falloir faire avec et faire en sorte qu'elles se propagent peut-être pas forcément plus vite ou pas partout, mais on ne pourra pas faire beaucoup mieux que ça. Ouais. Merci Jessica, en quelques mots aussi. En Martinique, par exemple, sur l'iguane, on a un projet, enfin en tout cas, il y a des iguanes qui sont tuées, éradiquées par l'ONF et par des agents. Et aussi, il faut dire que les personnes ne comprennent pas quand on tue des iguanes, alors parce qu'il y a deux espèces d'iguanes, une qui est invasive, l'autre non, et du coup qui hybride, et du coup ça va être la disparition d'une des espèces pour une hybridation. Et en fait, il y a de plus en plus de critiques aussi. Enfin, je me rappelle sur une plage, c'était mais pourquoi on n'éradique pas l'espèce humaine? Pourquoi vous tuez les espèces? Je me rappelle aussi à l'île Lombouzy, quand je travaillais à Mayotte avec les maquis, avec l'association Brigitte Bardot qui est arrivée parce que les maquis étaient sur l'île Lombouzy, qui est une réserve naturelle nationale et qui ne devaient pas être là. Ils avaient été introduits par l'homme. Ils étaient sur la grande terre, mais pas sur la réserve. Et ça a été très violent aussi comme débat. Des fois, on est scientifique, mais des fois, il y a aussi tout le reste qui doit se poser. C'est jusqu'où on peut aller, est-ce qu'on peut vraiment réussir? Et c'est philosophique. Merci. Ouais, On Vincent. parlait des chats une seconde ou pas du tout? Alors, on a eu, pour ceux qui sont intéressés par les problématiques de chats, de gestion des chats sur les îles, parce qu'effectivement, il y a aussi, c'est pas la même approche, c'est pour ça que je disais, c'est partout. Sur les îles, il y a des possibilités parfois d'éradiquer des espèces. Il y a des endroits ouverts comme au sein des océans. C'est quand même là aussi très compliqué d'éradiquer une espèce parce qu'il n'y a pas de fin. Et sur les continents, encore plus. Voilà. Et sur les îles, il est voilà, dans un milieu fini par définition, on peut parfois. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la gestion des chats, allez voir sur EcoSolutions, la plateforme EcoSolutions. Il y a 3 webinaires qui ont été consacrés à ce sujet l'an dernier. Désolé Vincent, on ne va pas faire la promotion de l'éradication des chats une fois de plus aujourd'hui. Il y a suffisamment d'informations sur les plateformes. Pierre, je t'en prie.
Ouais, merci. Juste revenir sur la question de faut-il vraiment éradiquer les espèces considérées comme invasives? En fait, il y a pas de réponse, si ce n'est que, en général, quand on le fait, c'est parce qu'on a une nuisance souvent par rapport à une activité économique, à notre économie, hein. C'est-à-dire que du coup, ce qui déclenche, en fait, c'est bien souvent qui déclenche l'intérêt des gens pour l'éradication d'une espèce. Bien souvent, c'est parce que l'espèce nouvelle qui arrive, elle gêne une activité économique. Alors souvent, d'ailleurs, la pêche. Je veux dire, quand tu as une espèce qui vient, qui va te jeûner les zooturies ou qui va te jeûner le goby de je sais pas quoi, tout le monde s'en fiche, tout le monde s'en fout, quoi. Donc, donc en fait, on a quand même une vision qui est quand même axée sur une forme, majoritairement, hein, sur une forme d'interprétation vis-à-vis de l'impact, vis-à-vis de nos enjeux économiques, plutôt que sur une logique de fonctionnement, du bon fonctionnement écologique d'un milieu de son état pristine, quoi. On voit bien aussi avec les poissons-lions, enfin, je veux dire, à un moment donné, ou le crabe bleu en Tunisie, c'était une espèce invasive, puisqu'on l'appelait Daesh, et puis finalement, on a trouvé que c'était super bon à manger, que ça se vendait, et du coup, peut-être le regard a changé sur l'espèce invasive, et c'est devenu une ressource, quoi. Donc, voilà. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du coup, là, la frontière entre c'est urgent, il faut faire, il faut agir ou pas, elle n'est pas uniquement écologique, elle est aussi économique, et du coup, bah, c'est aussi fonction des territoires, quoi. Merci Pierre de mettre le doigt sur cette différence assez profonde entre les spécialistes du milieu marin et les spécialistes du milieu terrestre. Sur le milieu terrestre, ce n'est pas forcément une problématique économique, c'est aussi une problématique scientifique. Mais bon, manifestement, on ne s'en tient pas juste à la ressource. Voilà. Merci beaucoup. Angélique vient de me tirer l'oreille en disant que je ne vais pas assez vite, donc je lui donne tout de suite la parole et je lui prie de poser les questions les plus intéressantes, en tout cas celles qu'elle a réussi à synthétiser. Oui, d'ailleurs, juste pour information, dans la partie ressources annexes de la plateforme, vous avez déjà accès à tous les webinaires qu'on a réalisés par le passé sur les chats, l'impact des chats, sur les mangroves. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce fichier des ressources annexes. Donc, du coup, dans les questions, nous avons une question qui demande comment mettre en œuvre en fait une opération de restauration écologique sur le milieu terrestre si on n'est pas propriétaire du foncier. Est-ce que c'est obligatoire, entre guillemets, d'avoir la main sur le foncier ou voilà, comment pouvoir agir sur le terrestre quand on n'est pas propriétaire? Vincent, je te laisse la parole. Ouais, je pense qu'il y a autant de situations que de cas de figure. Je pense que c'est mieux d'être propriétaire parce qu'on maîtrise effectivement ce foncier. C'est certes mieux, mais ce n'est pas pour autant que c'est forcément le levier absolument nécessaire pour pouvoir lancer une action. En fait, ce qui est le plus important, c'est de savoir si le propriétaire de la parcelle est convaincu par la nécessité de mettre en place l'action. Voilà, ça me semble plus essentiel. Rajouter un point, puisqu'en tant que conservateur du littoral, on est quand même très concerné par les enjeux fonciers. Pour rappel, au début, quand le conservatoire du littoral s'est mis à acheter au sein des propriétés privées, au sein de réserves naturelles ou au sein de parcs nationaux, il y a eu des levées de boucliers. Les gens disaient, bah, c'est déjà extrêmement protégé, donc je ne vois pas pourquoi le conservatoire irait gaspiller de l'argent public pour acheter des terrains. Or, il est évident qu'on ne peut pas, on peut interdire, d'après la loi, certains aux propriétaires de faire quelque chose. Dans un espace naturel, on peut l'interdire de construire un immeuble, on peut l'interdire de couper les arbres, etc. Mais on ne peut pas l'obliger de faire. Donc ça, c'est très compliqué. Donc, comme le disait Vincent, sur un espace privatif, si on veut l'emmener vers une opération de restauration, il va falloir le convaincre, il va falloir l'accompagner, et puis après, il y a des conventions, il y a des partenariats. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Quand vous êtes propriétaire et quand voilà, vous êtes sur un terrain public et que c'est la force publique qui peut agir, comme c'est voilà, le terrain du conservateur du littoral pour faire quelque chose, c'est quand même 1000 fois plus simple parce qu'effectivement, on est libre chez nous de faire des opérations légales, évidemment. J'en profite juste pour dire que Moussa salue Mariama voilà, qui nous envoie une question sur les espèces exotiques. J'étais avec elle la semaine dernière, donc j'en profite pour la saluer et la remercier de suivre ce nouveau webinaire sur ces sujets. Voilà. Pour enchaîner directement avec une autre question et laisser la parole à Jessica ou à Pierre, au-delà donc du foncier, on avait une question sur comment justement intervenir sur un espace qui a été trop fortement dégradé. Ça rejoint peut-être les questions de faut-il toujours intervenir? Que faire si on considère que l'espace a été trop dégradé? Faut-il intervenir? Jessica, Pierre, je ne sais pas si un des deux. Bah, si elle est trop dégradée, c'est qu'elle n'est pas encore disparue, quoi.
Donc, du coup, on a encore une chance de faire quelque chose avec, quoi. Non, non, enfin, à la limite, presque, si elle est dégradée, c'est qu'il faut faire quelque chose, quoi. Donc, d'abord supprimer, travailler à la suppression des sources de la dégradation, parce que ça sert à rien de vouloir restaurer si on maintient les sources. Ça paraît banal de le dire, mais c'est bien de le rappeler, quoi. Et puis après faire le package, hein, réfléchir, expérimenter, évaluer, et puis après décliner, quoi. Enfin, j'allais dire pour moi, enfin, je vais le formuler différemment. Il y a rien de désespéré, il n'y a pas de cas perdu, quoi. Enfin, on pourrait faire la liste, JK en a parlé tout à l'heure, on pourrait faire la liste de toutes les espèces qu'on considérait comme perdues. Voilà, en Méditerranée, il y a encore quelques temps, on pensait que le requin-ange était totalement disparu de nos côtes, voilà. Et puis le jour où on a un outil qui s'appelle l'ADN environnemental, ben, on a trouvé du requin-ange. Et on s'est dit, bah tiens, mais il y en a encore, quoi. Et puis on a regardé, puis on a trouvé qu'il y en avait plein partout. Ben, on n'avait simplement pas le bon outil pour apprécier sa présence. Donc ça veut dire qu'en fait, de toute façon, j'allais dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, hein. Donc voilà. Donc si la chose n'est pas complètement disparue et qu'on a encore la capacité d'y travailler, il faut le faire, en fait, hein. Donc, enfin, pas quoi répondre en dehors du fait qu'il n'y ait pas de fatalité, quoi. C'est nous qui nous fixons nos barrières, en fait, hein. Donc, la nature, elle demande juste à être accompagnée, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un voulait rajouter quelque chose, mais sinon, je vais peut-être poser une dernière question pour cette session live. Vous en parliez tout à l'heure de l'acceptation justement sociale de ces projets d'éradication, mais justement, comment favoriser l'acceptation et le succès des projets de restauration face aux différentes perceptions, soit des acteurs économiques ou des usagers? Est-ce que vous auriez des conseils à donner justement aux apprenants qui vous regardent? Je laisse la parole à Jessica pour commencer. Bah, euh, alors, c'est sûr que sur des opérations d'éradication, ça va être autre chose que sur d'autres projets de restauration. Par exemple, replanter des coraux ou faire des boutures. Là, en termes de communication, ça passe beaucoup mieux. Je pense que ce qui est important, c'est d'être franc sur les objectifs, les risques et le fait qu'on est sur des phases d'expérimentation. Parce que déjà, c'est important qu'on n'ait pas des objectifs tronqués. Par exemple, nous, parfois, on a des politiques qui mettent en valeur des projets de restauration corallienne sur leur territoire parce que ça met en valeur le fait qu'ils sont en train de réparer la nature, qu'ils participent sur une commune à un projet. Quelque part, c'est positif peut-être au niveau électoral, mais dans les faits, la population qui va s'investir sur le projet va se retrouver déçue si le projet ne fonctionne pas. Tout à l'heure, je crois que c'est Pierre qui disait c'est important de rappeler que d'abord, il faut retirer les pressions. Retirer les pressions, donc c'est quand même quelque chose qui coûte beaucoup, qui demande beaucoup d'énergie aux collectivités, aux territoires, aux entreprises, aux structures. C'est un temps long. Et parfois, on le tronque ce temps-là pour essayer de tenter des choses sur une zone où les pressions ne sont pas retirées. Et en fait, on investit de la population ou des associations qui vont se retrouver très déçues. Nous, par exemple, sur les projets de replantation de coraux et de bouturage, c'est carrément de la population qui venait avec des brosses à dents pour nettoyer les coraux. Donc, dans le milieu naturel, c'est déjà quelque chose qui ne se fait pas naturellement. C'est-à-dire, dans le milieu naturel, personne vient avec sa brosse à dents. Enfin, oui, des espèces qui peuvent venir nettoyer, mais pas l'humain qui vient avec ses brosses à dents. Et au bout d'un moment, ça s'est essoufflé. C'est pas possible. Donc, je pense qu'il faut être franc avec les objectifs. Est-ce qu'on est sur un test? Et peut-être que ce test ne va pas fonctionner sur une petite zone, mais c'est pas grave, on fait un test parce qu'il n'a pas été fait. Voilà. Mais qu'on essaye voilà, de pas forcément, si c'est de la conservation, il y en a qui vont dire c'est de la conservation, peut-être qu'il y en a des projets, c'est plutôt de la sensibilisation. Ça n'a aucun rapport déjà. Pourquoi on fait ce projet? Donc, au moins qu'on soit d'accord sur les objectifs et qu'on assume le fait qu'il y a des risques à ce que le projet ne fonctionne pas. Et au moins, on ne va pas planter des arbres dans une forêt qui est en train de brûler. Là, c'est ce qu'on a fait en Martinique. On a replanté des coraux alors que toutes les pressions étaient encore là. Moi, j'ajouterais que malheureusement, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde et on ne peut pas convaincre tout le monde sur les opérations. Surtout quand on parle d'éradication, c'est souvent extrêmement clivant. Donc oui, la franchise. Après, surtout, de ne pas être méprisant parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord que pour autant l'avis de l'autre n'est pas important. Simplement, on ne se positionne pas au même endroit pour pouvoir réfléchir et c'est justement notre positionnement qui nous amène à cette action. Pas être méprisant, simplement être présent, discuter, échanger, oui. Et d'un côté comme de l'autre, hein. C'est important parce que se faire insulter parce qu'on arrache des plantes ou qu'on enlève des animaux, c'est pas acceptable non plus. Il faut qu'on préserve dans le dialogue. Donc,
comme dans toute dispute, il faut garder à un moment ou à un autre un espace de dialogue. Mais par contre, moi, j'ai un peu abandonné l'idée de convaincre tout le monde sur le bienfait des actions parce que parfois, ce n'est pas possible. Et on part de très, très loin sur certaines actions, donc ce n'est pas un objectif envisagé. C'est vrai que j'ai souvenir d'une île qui était très belle, avec plein de belles fleurs colorées, là. Et puis un jour, il y a une opération d'éradication, puis il y avait juste du caillou. Donc, non, mais en fait enfin, la question vis-à-vis de personnes extérieures ou qui regardent une opération de restauration écologique, c'est tout le temps la même question. C'est pourquoi on fait ça et est-ce qu'on a atteint l'objectif, en fait? C'est les deux seules questions sur lesquelles, à la limite, il faut s'assurer qu'on se comprenne bien avec, avec les gens, quoi. Voilà, donc, voilà, ben, on vise à éradiquer une espèce, et si on veut éradiquer cette espèce, parce qu'on veut la présence d'une autre espèce, donc en fait, on va communiquer sur le fait que l'autre espèce est revenue parce qu'on a éradiqué la première, et donc à la limite, ils s'en foutent de savoir si on a éradiqué, si on a planté des choux, machin, etc. Parce qu'il faut communiquer sur l'efficacité de l'opération, quoi. Et en fait, ça renvoie à la question du fait qu'il y a quand même très peu d'opérations de restauration sur lesquelles on a de vraies évaluations de l'atteinte de l'objectif. On a souvent des évaluations. On a enregistré, on n'est pas enregistré là, Fabrice, hein. On a souvent des enregistrements, des évaluations qui sont fausses, hein, parce que c'est bien de montrer qu'on a réussi, hein. On a souvent des évaluations qui sont partielles, parce que ben, c'est pas au bout d'un an, 2 ans, 3 ans qu'on arrive à tout comprendre, quoi. Et finalement, on a peu de moyens. Donc, ça veut dire aussi que ce qui est important On a aussi des évaluations qui sont beaucoup sur l'évaluation des moyens mis en œuvre. Est-ce qu'on a mis les moyens? Exactement, c'est pas Ah, l'atteinte d'accord. objectif, exactement. Et ça veut dire aussi qu'il faut du temps et de l'argent pour apprécier l'efficacité d'une opération de restauration. Donc, hein, on peut mettre ça sur la notion de suivi, hein, mais voilà, donc ok, c'est compliqué, il faut expérimenter, mettre, etc. Puis après, il faut voir comment le mieux réagit. Et donc, il faut se donner les moyens, voilà, et surtout communiquer sur pourquoi on fait ça et est-ce qu'on a atteint ou pas. Entre les deux, c'est un peu moins grave si on est moins bon en matière de communication, quoi. Merci beaucoup. On va poursuivre. Merci beaucoup, Angélique, pour cette synthèse de questions. Je retiens, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On se fixe nous-mêmes nos barrières et nos limites. Je pense qu'il y a autant de situations que de cas de figure. Donc, merci aux approches philosophiques qui contribuent effectivement à mieux faire comprendre ces enjeux. J'en profite voilà, pour remercier Marie-Laure qui effectivement nous parle d'enjeux d'éradication sur les chats et les rats à la Réunion pour une population de pétrels, où là, il n'y a pas d'impact économique. Et effectivement, c'est plus difficile de motiver et de mobiliser sur le long terme quand il n'y a pas d'enjeu économique. Vincent le disait, alors on est plutôt sur les enjeux de conservation, de préservation, d'écologie. Et quand l'économie n'est pas concernée, c'est plus compliqué, c'est clair. Khaled Trabelsi qui nous suit aussi régulièrement, je le remercie, qui connaît bien les problématiques du crabe en Tunisie, sur l'île de Kerkena notamment, voilà, qui dit maintenant, et c'est devenu une opportunité économique pour les pêcheurs, le crabe c'est très bien, mais si un jour il faut qu'on passe à un projet de restauration pour éradiquer l'espèce, ça va devenir un frein, mais faut-il, sera-t-il possible de l'éradiquer? Sans doute pas. Et est-il nécessaire aujourd'hui de l'éradiquer? Pas forcément. Enfin, voilà. Donc, notre question, je passerai rapidement. Rabi qui nous parle aussi d'éradication par la valorisation des espèces. Dans le guide, il y a plusieurs exemples. On parle du poisson lion qui est désormais mangé. On parle aussi de certaines agaves qui sont transformées en mescal en alcool sur certaines îles qui ont été prélevées, du Carpobrotus qui a été transformé en crème de jour qu'utilise Vincent. Il y a beaucoup de choses qui servent de valorisation comme ça. Effectivement, ça marche aussi, mais il ne faut pas non plus rentrer dans la production et l'exploitation de ces espèces pour pouvoir continuer à produire. Voilà, s'il y a une valorisation économique, ça peut être un enjeu. Je suis désolé, il y a beaucoup de questions et d'interventions voilà, qui nous permettent de rebondir. Le visage de Jessica et de Pierre s'illumine, rentrons au cœur de leur thématique sur la restauration en milieu marin. Alors, je vais vous poser une question que j'ai reçue et que je trouve intéressante avant de traiter celle-là. Anaïs qui nous parle. Bonjour, il existe des champignons et des bactéries qui servent à dépolluer l'océan. À vérifier. Pensez-vous qu'utiliser des éléments vivants naturels comme des micro-organismes pour restaurer certains écosystèmes, est-ce que c'est quelque chose qui doit être tenté?
là, je pense que Vincent aussi peut répondre, mais je trouvais que c'était vraiment, voilà, est-ce qu'on peut tenter d'introduire des micro-organismes ou des éléments vivants dans des milieux naturels pour lutter contre leur dégradation? Est-ce qu'il n'y a pas non plus des risques importants par rapport à ça? Vaste débat, mais je pense que, enfin, voilà, il y a pas mal de retours, y compris dans le guide, on en parle. Vincent, tu peux peut-être nous parler des Opuntia et des bactéries qui sont dessus aussi, qui ont permis de les éradiquer dans certains points. Enfin, voilà. Surtout qu'après, je risque de plus intervenir puisqu'on parlera que des milieux marins. Donc, vaste débat, mais ça existe déjà, ça s'appelle la lutte biologique. C'est mis en place en agriculture depuis très longtemps, avec les risques qu'on connaît après d'introduction et de prolifération d'espèces qui vont se multiplier avec l'écosystème périphérique et qui vont modifier l'écosystème périphérique. Oui, alors oui, moi je pense que c'est parfois une solution qu'il faudrait envisager, avec encore une fois se donner les moyens d'évaluer les risques que ça peut engendrer. Parce que il est évident que dans certaines situations critiques aujourd'hui, il n'est pas acceptable de mobiliser autant de moyens économiques pour pouvoir lutter contre une espèce qui est en train de dégrader un écosystème. C'est socialement pas acceptable, c'est pas durable sur le long terme, et qu'on sait qu'il existe des espèces comme sur les oponces qui peuvent aujourd'hui venir limiter et donc là on parlait plutôt de contrôle, limiter leur prolifération avec peu de risques que ça puisse se répandre sur d'autres écosystèmes. Je pense que il ne faut pas être fermé à ce genre de solution-là. Par contre, il faut bien se donner les moyens d'évaluer ce que ça peut avoir comme conséquence et malheureusement, après, évidemment, avoir des moyens de lutter contre me semble un petit peu, enfin c'est de l'apprenti sorcier, mais ça fait partie de l'expérimentation. Merci. Pierre, Jessica, expérimentons des micro-organismes ou des espèces à introduire dans les milieux marins pour les améliorer. Alors, c'est vrai que maintenant, je suis rentrée dans une phase différente de ma vie où je suis un peu plus sur le principe de précaution parce qu'on a aussi des projets d'aquaculture qui ont quand même impacté aussi nos milieux marins. On va dire qu'on a eu des antibiotiques, des produits qui ont été déversés dans le milieu et dans les espèces et qui ont affecté en tout cas des espèces ou parfois qui ont fragilisé certaines espèces du fait de la résistance qu'il peut y avoir à certains antibiotiques. Sur les coraux, alors là, je sais qu'il y a eu des expérimentations avec des pommades antibiotiques, surtout vers les Bahamas. Nous, par contre, c'est vrai qu'en France, on n'a pas travaillé sur ces expérimentations-là parce que c'est vrai qu'on a déjà des difficultés à comprendre les maladies qu'il peut y avoir sur les coraux ou sur les écosystèmes, de savoir quel est le germe, le pathogène qui va vraiment impacter sur l'espèce. Et donc, c'est quand même délicat de faire des tests ou de tenter des choses sur un milieu aussi ouvert avec des possibles conséquences. D'autant plus qu'on sait de plus en plus que nos espèces, elles subissent énormément de choses du fait de nos pollutions chimiques. Déjà, en Martinique, on a le chlordécone c'est un polluant, un pesticide qui a été utilisé pour la banane. On a quand même 30% de nos zones qui sont interdites à la pêche à cause de ça. Et on a énormément de polluants liés chimiques qui impactent aussi sur les oestrogènes, sur les capacités de nos espèces et sur leur cycle de vie. Donc, c'est compliqué quand même de mettre en place ce type de projet. Mais par contre, les expérimentations, il faut les faire au niveau de la recherche. Pierre, est-ce que tu connais des exemples au niveau marin où ça a été utile, où ça a fonctionné d'introduire Ouais, ça marche pas en fait. micro-organismes? Ça, en tout cas, n'a jamais montré l'efficacité. Merci de ta réponse. Nous allons passer tout de suite à la question Exactement. suivante. Ah, tu voulais de l'efficacité, tu as de l'efficacité. Alors, je suis extrêmement surpris, mais bravo, merci. Non, je t'en prie, Pierre, je développe. Non, en fait, ça marche pas. En plus, un milieu ouvert, on maîtrise rien. Donc, je pense qu'on est encore au stade de la recherche et peut-être que demain, ça fonctionnera. Mais en tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas considérer que c'est une solution opérationnelle à déployer au sein d'une structure de gestion qui veut travailler à l'amélioration ou la restauration de milieux, quoi. Merci beaucoup. Alors, on arrive à cette question que vous regardez avec impatience depuis tout à l'heure. Comment garantir le succès des opérations de restauration écologique en milieu marin alors qu'il s'agit d'un milieu ouvert et interconnecté? Voilà. Est-ce que c'est pas vain d'essayer de restaurer en mer? Mais tout dépend de quoi on cause, en fait. Si on cause de réintroduire une espèce ben, en fait, on garantit rien du tout. Voilà. Si on est sur une fonction écologique, type fonction nurserie ou habitat, ben, on peut garantir. Donc derrière le mot restauration écologique,
on retombe dans la question de quel objectif on vise, quoi. Donc, si c'est pour restaurer des nurseries côtières qui ont été détruites par des aménagements portuaires, etc., on sait faire, on a évalué, c'est efficace, ça marche. Donc, voilà. Si c'est remettre des larves de langoustes ou je sais pas quoi dans le milieu en espérant qu'on refasse les stocks, bah, on ne maîtrise pas et ça marche pas. Merci. Jessica, pour compléter, on n'a pas parlé beaucoup mangrove aujourd'hui. Là. Oui. Si tu as des Alors, exemples là-dessus aussi. pour que le projet fonctionne, et je pense que c'est, enfin, évidemment, comme on disait tout à l'heure, il y a plusieurs étapes. C'est déjà comprendre pourquoi l'écosystème il a été affaibli ou il a disparu. Ensuite, c'est agir sur les pressions. Une fois qu'on a agi sur les pressions, oui, par exemple sur les écosystèmes de mangroves, si on sait qu'à un moment donné, il y a eu un phénomène d'arrachage ou une pression physique sur l'écosystème, c'est vrai que ça peut fonctionner de replanter, pourquoi pas des palétuviers. Mais pourquoi accélérer le mouvement alors qu'on est sur des espèces qui se replantent naturellement? Enfin, je parle des palétuviers rouges, qui sont des espèces, par exemple, qui vont être les premières à se planter. Mais pourquoi pas? On peut accélérer le mouvement et faire de la replantation, ça c'est fait. Après, c'est toujours une réflexion. Est-ce qu'on ne laisse pas aussi le temps? Parce que parfois, un écosystème sera plus solide et plus diversifié quand il prendra le temps de s'organiser par lui-même si l'espace est là et si les pressions sont retirées. Après, ce qui est intéressant, je trouve, pour réussir une opération de restauration, là je parle au niveau mangrove, c'est de retrouver l'espace. On parle beaucoup d'artificialisation. Euh, on a maintenant une évolution du trait de côte, hein, ça on le voit partout. Comment récupérer l'arrière mangrove qui est maintenant industrialisé? Est-ce qu'on ne peut pas aussi récupérer des espaces pour laisser les écosystèmes se réinstaller? C'est vrai que sur des écosystèmes comme ça de transition, on peut favoriser des choses. Sur les écosystèmes marins, donc je parle des herbiers, coraux par exemple, c'est plus complexe. Là, on peut tester des micro-plantations d'herbiers. Ça a été fait en Guadeloupe. Malheureusement, selon la zone où ils l'ont planté, ça n'a pas fonctionné parce qu'en fait, s'il n'y a pas d'herbier sur cette zone-là, parce que des fois, on se dit on a détruit un écosystème, il faut le replanter ailleurs. Là, par contre, s'il n'y est pas, c'est parce qu'il y a peut-être une turbidité ou qu'il y a de la sédimentation qui fait que l'écosystème n'y est pas. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de mettre en place des projets sur des zones où il n'y avait pas ces écosystèmes. Donc, je pense qu'il faut déjà initier des petits projets à petite échelle sur des zones où les pressions ont été retirées. Et après, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, apprendre des expériences passées et savoir que de toute façon, en milieu marin, c'est très complexe. Merci beaucoup. Petite question comme ça en passant. Est-ce qu'on peut parler de restauration écologique quand on crée un milieu qui n'a jamais existé quelque part? Quand on a des velléités de créer une mangrove à un endroit où il n'y a jamais eu de mangrove, quand on veut mettre des coraux à un endroit où il n'y a jamais eu de coraux, quand on veut mettre des posidonies à un endroit où il n'y a jamais eu de posidonies, est-ce que c'est encore de la restauration écologique ou est-ce que c'est de l'apprenti sorcier? Est-ce qu'on se prend pour Dieu? Voilà. Ou est-ce que c'est utile? Parce qu'effectivement, il y a des endroits où il n'y en a plus. C'est clair que, comme on le disait tout à l'heure, déjà les évolutions, on ne les comprend pas encore. On est encore à epsilon de connaître le milieu marin, en fait. Donc, de base, on peut se dire que le milieu marin, c'est de lui qu'on vient d'ailleurs. Donc, à un moment donné, il s'organise, il se désorganise. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, les pressions, elles sont liées à notre espèce. OK, on peut les retirer et on peut voir ce qui se passe, regarder ce qui se passe. Parfois, ça ne va pas assez vite. Et parfois, on a aussi dans la réglementation des moments où on nous dit il faut réparer. Le port, il est en train de créer, il est en train de s'agrandir. Il va y avoir des coraux qui vont être détruits. Il faut les déplacer. Nous, c'est ce qui se passe. Malheureusement, ce sont des millions d'euros pour le déplacement de coraux et qui sont voués, à mon avis, à pas, enfin, ça va être très compliqué de les garder en survie sur des zones où ils n'étaient pas à la base, et surtout déplacer des coraux qui sont déjà dans un état de santé très médiocre, pour ne pas dire mauvais, dans une masse d'eau qui n'est pas dans un bon état de santé, avec une hypersédimentation très forte. Voilà, on répond des fois à des logiques institutionnelles, réglementaires, mais Oui, si on le avait à doute. prioriser ou orienter les financements, ce serait peut-être pas forcément sur ce type d'opération-là qu'il faudrait. Il y a parfois, on se retrouve un peu coincé sur certaines obligations, des contraintes, voilà. Mais ça serait peut-être plus effectivement sur de la préservation en amont de milieux qui sont de bonne qualité, plutôt d'essayer de sauvegarder des milieux qui sont voués à la disparition. Merci à Vincent, j'ai cru que tu nous avais abandonné puisqu'on parlait marin et que voilà. Donc merci de nous rejoindre et d'écouter la future réponse de Pierre. Pierre, je te demande même pas de répondre à la question précédente. On a vu ton visage.
pendant toute la durée et on a compris exactement quelle était ta position. Ne suffirait-il pas de mettre en place des récifs artificiels et des nurseries portuaires partout pour pallier à la diminution des ressources halieutiques? Voilà, c'est quelque chose qu'on aborde régulièrement dans le guide. Donc voilà, la question elle est là-dessus. Solution miracle, on le développe partout. Pierre. Non, mais enfin, qu'est-ce qui menace aujourd'hui les ressources halieutiques? Est-ce que c'est le fait d'avoir détruit les nurseries ou c'est le fait qu'on a une pêche qui n'est pas raisonnée en fait? Donc le premier travail à faire, c'est d'abord de diminuer la pression, hein, ou de réguler la pression. Après, les endroits enfin, effectivement, on oublie souvent qu'avant d'être des gros poissons, on a des moyens poissons. Avant des moyens poissons, on a des petits poissons. Donc c'est sûr que les endroits où on a détruit les nurseries, on a quand même moins de chances d'avoir des petits poissons. Donc si on a moins de petits poissons, on a moins de moyens de moins de gros. Non, non, en fait, c'est juste que c'est un élément, restaurer les fonctions nurserie, c'est juste un élément d'une politique qui peut viser à avoir plus de poissons dans un milieu, quoi. Mais pour avoir plus de poissons dans un milieu, ben, il faut aussi réguler les pressions, maintenir l'intégrité des habitats adultes. Voilà, donc c'est pas la solution miracle. C'est-à-dire que si on fait que des nurseries, qu'à côté on continue à pêcher à tout va et continue à détruire les habitats des adultes, ça servira à rien, hein. Donc, et à l'inverse, si on maîtrise la pression de pêche, ce qui ne veut pas dire interdire la pêche, hein, donc, maîtriser, voilà. Et si on maintient l'intégrité des habitats adultes, ben ouais, restaurer des fonctions nurserie, ça donne un coup de pouce en fait. Donc voilà, c'est juste un élément c'est une flèche supplémentaire à- au carquois qu'on a là pour pouvoir mieux gérer en fait cette question des poissons, quoi. Donc, alors, sachant que par ailleurs, peut-être juste une dernière remarque, c'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse aux ressources halieutiques rarement pour leur dimension écologique en fait, hein. On s'intéresse aux ressources halieutiques pour leur dimension économique, hein. Donc ça revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que souvent quand on parle de restauration, on est souvent attiré par la dimension économique et pas par la dimension écologique, quoi. Donc voilà. Et donc en général, là, quand les gens râlent parce qu'il n'y a plus de gros poissons, qu'on cherche des solutions, c'est parce qu'en fait, les gens pêchent moins et qu'il y a moins de ressources et que l'économie se casse la figure. C'est pas parce que en fait, on voit moins de poissons balader naturellement dans les fonds marins, quoi. Donc non, voilà, c'est juste un outil supplémentaire qui peut être très pertinent s'il est utilisé à bon escient, un complément de la maîtrise en fait de la pression et de l'intégrité, du maintien de l'intégrité. Donc c'est bien sur lutter contre les pressions, ne pas dégrader et restaurer. C'est le fameux tabouret à trois pieds sur lequel on met la corbeille de fruits que Fabrice aime bien. Corbeille de fruits pleine de poissons. Voilà, c'est l'objectif. Jessica, tu voulais rajouter quelque chose et puis après on va passer, je pense, aux questions de la chef de projet de Cogeco, Je suis entièrement d'accord avec Pierre, d'autant plus qu'une fonction, c'est une fonction, donc c'est un facilitateur, mais derrière, on a des espèces qui ont besoin aussi des herbiers, qui ont besoin de manger, de se déplacer. Et si dans tous ces déplacements, dans toutes les parties du cycle de vie, ben, l'espèce n'est pas préservée, évidemment que ça ne va pas fonctionner. Donc, tout pareil. Merci beaucoup. On s'approche de la fin du webinaire, en tout cas, puisque il reste encore quelques questions, mais on voudrait que les participants qui sont fidèles, comme Sébastien, d'autres personnes qui continuent à nous suivre, qui nous posent des questions, puissent en avoir pour leurs questions et avoir des réponses. Donc, Angélique. Alors, tout à l'heure, on avait parlé d'acceptation sociale et là, on a une question en fait qui est donc comment faire en fait pour intégrer les communautés locales dans des projets de restauration, mais là appliqués au milieu marin. Est-ce que c'est plus compliqué? Est-ce que vous avez des retours d'expérience justement sur la manière d'impliquer les communautés locales sur ces projets? Est-ce que c'est indispensable, Pierre? Non, non, en fait, on le fait dans un certain nombre de projets de restauration, hein. Enfin, les pêcheurs professionnels sont partie prenante de solutions techniques qui sont développées notamment sur la question des nurseries. Donc, ils sont indemnisés en fait même pour le travail qui est fait. Donc, ils en comprennent l'intérêt.
au-delà en fait de la contribution au projet, ça nous amène aussi à avoir un contact privilégié avec eux et à évoquer d'autres sujets en fait, d'autres problématiques en fait. Donc en fait, je vais dire que ça se fait naturellement. Et, si on reprend le cas des poissons, en fait, c'est les premiers concernés aussi. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a aussi des professionnels de la mer qui sont un peu plus attentifs en fait à ce besoin de garder une certaine intégrité en fait du fonctionnement du milieu, qui prennent leur part majoritairement quand même, ils prennent leur part de responsabilité dans le dispositif et ils essayent d'y contribuer. Et pour le coup, la restauration écologique a été un moyen en fait de recréer des conditions de discussion et de débat avec eux pour quelque chose qui leur est directement bénéficiaire, quoi. Alors que bien souvent, quand on travaille avec eux, c'est pour protéger des habitats et en gros interdire des activités de pêche ou des accès à un territoire, quoi. Donc là, la restauration écologique, elle vise pas en fait à les priver de quelque chose en fait. Elle leur amène en fait quelque chose et donc du coup la perception qu'ils ont et leur contribution est complètement et leur positionnement est complètement différent de ce qu'on peut avoir sur la protection d'un habitat quand on veut diminuer l'effort de pêche. Donc ça se passe, j'allais dire naturellement. Et je dirais même mieux, on en est même directement bénéficiaire parce qu'en fait, ceux qui connaissent le mieux les poissons, c'est quand même les pêcheurs, quoi. C'est pas forcément les scientifiques, quoi, hein. Donc, eux, ils sont en mer tout le temps, ils pratiquent tout le temps, ils connaissent bien leurs sites en général en termes de fonctionnement de courant, de houle, de vagues, de sites d'habitat, etc. Donc, en fait, je dirais même plus qu'ils ils sont pas partenaires, ils sont contributeurs, en fait, aux opérations de restauration. Je sais pas, oui, Jessica, si tu voulais ajouter. Alors, c'est vrai qu'en plus, ils sont demandeurs. Enfin, je vois, nous, sur les réserves, ce sont les pêcheurs qui demandent aussi d'avoir des récifs, par exemple, parce que parce qu'on a de moins en moins de poissons. Il y a aussi des pêcheurs, enfin même, bon là, c'est pas qu'au niveau des récifs, mais qui mettent en place eux-mêmes leur zone de protection et qui souhaitent, dans ces zones, avoir des facilitateurs, donc peut-être des récifs pour faciliter justement le fait que des espèces vont pouvoir se renouveler. Et ensuite, évidemment, qu'il faut travailler avec la population pour expliquer pourquoi il y a ce type de projet, pour que les personnes soient quand même impliquées sur la gestion des ressources, parce que ça va aussi toucher à la consommation, à plein de questions en fait qui sont liées à comment faire société avec les ressources qui nous restent, avec les ressources que l'on a et comment les préserver et comment voir l'avenir par rapport à ça. Donc je pense que c'est une obligation, il ne faut pas être hors sol, au contraire. Là, on avait aussi une question de Sébastien donc, qui demande, en milieu marin, une restauration écologique peut aller jusqu'à quelle profondeur? De quoi on parle en fait quand on parle de restauration écologique marine? Est-ce qu'on reste sur le côtier? Est-ce qu'on va en mer? C'est quelle profondeur pour une restauration? Alors, nous, on parle de restauration écologique des petits fonds côtiers. Donc, en gros, la zone 0,30, 0,40 mètres, quoi. Enfin, c'est même pas 0,30, c'est 0,20, 0,25, quoi. D'abord parce que ça a du sens. C'est aussi là qu'on a la plus grande diversité, c'est aussi là qu'on a un maximum de pression, et c'est aussi là qu'on a impacté le plus les milieux, quoi. Et puis après, ce que j'évoquais en début, là, le règlement européen, là, envisage enfin, souhaite restaurer des fonds marins jusqu'à des profondeurs de 1000 mètres. Je peux vous garantir que pour ce volet-là du règlement, tous les États membres auront une dérogation ou une justification économique pour. Voilà, on ne sait pas quoi. On sait déjà pas dans quel état c'est. On sait pas. Pour avoir une idée des pressions qu'il peut y avoir, mais en fait, on ne sait pas la réalité. On n'a pas de solution. On n'a pas de. Enfin, voilà. Donc, en fait, effectivement, on est sur des petits fonds côtiers, quoi, 0 et 30 mètres de profondeur, quoi. Du coup, je ne sais pas si Jessica, tu voulais ajouter quelque chose ou si c'est bon. Du coup, Nous, c'est juste pour vous dire que les dômes de coraux qui avaient été testés en bouturage, vu la température de l'eau qui était trop élevée, ils ont essayé de les mettre plus profonds. Mais en fait, la température de l'eau, même à 40 mètres, elle était très élevée, donc ils sont morts. Et je pense que je vais poser une dernière question.
Existe-t-il de nouveaux outils pour mieux surveiller, planifier et accélérer les efforts de restauration écologique en milieu marin? Pour clôturer, j'ai envie d'ouvrir la question sur le milieu marin et terrestre pour que Vincent ne se sente pas seul. Est-ce que du coup, vous connaissez des nouveaux outils? Est-ce qu'il y a des outils à expérimenter? Est-ce que c'est des choses qui coûtent cher? Enfin, voilà, est-ce que pour aider justement les gestionnaires et qui nous écoutent et vous écoutent encore, est-ce que vous avez des exemples? Pierre, je Euh, te laisse la parole. ouais, non, peut-être juste signaler deux sites en fait qui retraduisent en fait ce qu'on fait en matière de restauration écologique, hein. Le premier qui est plus lié à la dimension expérimentale, aux questions d'études, de connaissances, etc., qui doit enfin, qui est l'opération, ce qu'on appelle driver chez nous, là. Donc, ça doit être restauration-écologique.com et je vous ferai passer le site et puis tu le feras suivre, quoi. Et le deuxième, c'est la plateforme Metrix, en fait, www.metrix.fr, sur lequel il y a un projet qui s'appelle Restomed, qui fait en fait l'inventaire de toutes les opérations qui sont engagées en Méditerranée. Alors, à la fois opérations portées par un gestionnaire, donc ce qu'on considère comme opérationnel, mais à la fois aussi ce qui relève de l'expérimental, quoi. Et vous trouverez là-dedans, en fait, des fiches descriptives d'opérations, des rapports d'études, des séances, des vidéos, etc. Et oui, on continue à travailler pour améliorer les outils et les méthodes, hein, donc, notamment sur deux thématiques sur lesquelles on essaye d'avancer. La première, c'est celle de nos coraux à nous en Méditerranée, hein, qu'on appelle le coralligène, en fait, hein, qui subissent des pressions de pêche, des pressions de rejet, etc., mais aussi l'impact du changement climatique. Et deuxième, sur une thématique sur laquelle, en fait, on ne sait pas du tout ce qu'on va y faire. Et on part de très loin, qui est le milieu sableux, en fait. Bon, d'ailleurs, on ne sait même pas quelle définition donner à la question de la restauration d'un milieu sableux, quoi. Le milieu sableux, c'est un milieu qui est un peu orphelin dans nos travaux, hein. C'est un milieu qu'on considère comme étant pas riche parce que c'est pas joli, c'est pas beau, il y a moins de vie, c'est un peu tristouné. Pour autant, ça remplit des fonctions écologiques, notamment des fonctions de nurserie, de frayère, en fait, pour un certain nombre de poissons importants en écologie ou en économie. Et ces fonctions-là sont altérées, en fait, par les usages. Donc, on essaye de caractériser ces fonctions, de caractériser les pressions et de voir si finalement on peut agir dessus. Alors, soit par restauration passive, c'est-à-dire la suppression des pressions, soit en trouvant des solutions techniques qui permettraient de redonner des fonctions écologiques. Donc là, on ne parle pas d'espèces, hein, on parle de fonctions écologiques. Donc, c'est une thématique, en fait, qui est quand même, même si on y travaille depuis quelques temps, quoi, mais qui est récente globalement dans l'esprit de beaucoup de gens. Et en tout cas, je pense que le règlement européen va booster beaucoup de choses en termes de méthodes de réflexion et on devrait pouvoir parler d'ici quelques années de restauration écologique de manière complètement différente de ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Merci pour cette réponse. Jessica ou Vincent, si vous voulez compléter. Bah, sur la partie, est-ce qu'il existe des outils? Alors, il existe des outils de plateforme aujourd'hui qui rassemblent de plus en plus de retours d'expérience par des maîtres d'ouvrage ou par des opérateurs. Et ça, je trouve que c'est bien de laisser la parole aux deux types de contributeurs. Notamment parce que j'étais un peu sanglant tout à l'heure sur le fait qu'on ne communiquait pas sur les échecs, mais quand même, il commence à y avoir des retours d'expérience sur les choses qui ne fonctionnent pas, parce qu'on ne va pas les reproduire. Ça, je pense notamment aux espèces envahissantes, où on fait beaucoup d'expérimentations. C'est un beau creuset de créativité. Et après, sur les outils, en fait, on améliore de plus en plus nos outils d'évaluation, surtout parce que on a de plus en plus de biostatistiques qui sont à nos dispositions pour pouvoir faire des évaluations. On fait monter nos protocoles de suivi très différents de ce qu'ils étaient encore il y a une dizaine d'années. Et ça, je trouve que c'est comment dire, des éléments qui vont nous permettre de répondre plus précisément à ce qu'on était censé suivre, alors que souvent on suivait des choses sans vraiment savoir si l'indicateur qu'on avait identifié allait bien répondre à la question qu'on posait. Là, doucement, on commence à avoir des outils de plus en plus précis pour ça. Sur les suivis, alors il y a des nouveaux outils. On m'a parlé de photogrammétrie. Bon, on n'a pas encore essayé parce que c'est une technologie qui est en cours de développement pour voir en 3D les écosystèmes coralliens. Donc c'est clair que sur les outils et les suivis, il y a des améliorations. Après, on en est encore à des débats sur les indicateurs, sur les protocoles de suivi. Et on a testé l'ADN environnemental. Bon, nous, on a trouvé que les coûts étaient quand même très élevés. Donc, c'est vrai qu'en milieu marin,
c'est quand même chaque suivi, évaluation demande énormément de coûts et d'expertise aussi, hein, parce que là, on est obligé de sous-traiter voilà, pour connaître les espèces de coraux, de poissons, le recrutement. Enfin, il y a quand même des connaissances spécifiques à avoir. Et c'est pas n'importe quelle structure aussi qui peut le faire. Il faut vraiment derrière qu'il y ait des experts pour travailler sur ces thématiques-là. Merci. Je te rends la parole, Fabrice, si tu veux ouvrir, conclure, donner de En fait, l'espoir en mot de la fin. Mais... je vais vous donner autant d'espoir que nos 3 philosophes du soir, c'est-à-dire que nos sites naturels sont remplis d'espoir parce qu'effectivement, on n'a pas le choix. Il va falloir aller de l'avant. Ça reste compliqué, certes. Mais aujourd'hui, on a de plus en plus de moyens d'échanger entre nous sur les bonnes techniques, sur les mauvaises, comme disait aussi Vincent. Et des retours d'expérience permettent de construire un savoir-faire. Vous aussi qui participez à ces MOOC, vous faites partie de cette communauté qui est allée expérimenter chez vous ou tester des choses éprouvées et les mettre en œuvre. L'enjeu de la restauration écologique est majeur. Elle est clairement identifiée comme une priorité par les Nations Unies. C'est clairement aussi une priorité par la Commission européenne à travers ces nouveaux règlements. Voilà, il y a un vrai enjeu aussi au niveau de la COP biodiversité aussi. C'est une priorité. Donc, on va avancer. Voilà. Il y a encore beaucoup de milieux qui ne sont pas dégradés, sur lesquels il n'y a pas besoin de restauration active. Donc, mettons en place au minimum les actions de restauration passive, c'est-à-dire on conserve, on protège, on met en place une réglementation, un plan de gestion, des acteurs au moins pour surveiller et appliquer la réglementation existante. Donc ça me paraît vraiment indispensable aujourd'hui. Et moi, je repars plein d'espoir parce qu'effectivement, on sait que c'est compliqué, mais qu'il y a des possibilités de faire des choses et qu'il y a plein de choses qui marchent. Donc, merci à vous trois d'avoir contribué. Merci à tous les participants qui sont restés jusqu'au bout, malgré une fois de plus un webinaire qui a dérapé à cause de moi. Je m'en excuse, mais les débats étaient vraiment passionnants. Donc, merci à Jessica, Pierre et Vincent. Le module 6 sur les activités économiques va s'ouvrir le 30 septembre. Le prochain module, ce sera donc sera donc conclu par le webinaire qui aura lieu le 15 octobre. On est vraiment très heureux on sera très heureux de vous retrouver le 15 octobre tous aussi nombreux et aussi fidèles aux échanges, et vous avez notre engagement pour qu'on trouve des invités aussi passionnants que les trois que nous avons eu aujourd'hui. Merci à nouveau Jessica, Pierre et Vincent, et évidemment Angélique. Merci à tous, à très bientôt.